merci à Philippe parce que ça a été le maître d'œuvre de l'organisation de ce qui est une conférence très prometteuse. Donc le Laboratoire de la République, pour être très succinct, est une association d'intérêt général, un think tank pour utiliser un anglicisme, créé et présidé par Jean-Michel Blanquer, dont l'ambition est de mettre en lumière les vertus de notre modèle républicain, démocratique, à l'heure de l'hystérisation de beaucoup de débats, de caricatures, des grandes thématiques sociétales et de la chose publique. Et donc nous existons depuis un peu plus de 3 ans avec une spécificité d'être articulés autour de je dirais 2 jambes. Une jambe think tank traditionnelle avec une quinzaine de commissions thématiques. C'est la commission République laïque qui est dirigée par Michel Lalande, l'ancien préfet de région que vous connaissez vraisemblablement tous, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'animer cette commission et qui est à l'origine de cette grande conférence. On a développé ces réflexions autour de la neutralité et le sport. Et on a souhaité interroger cette problématique, ce sujet au sein des entreprises, au sein de la commission République laïque. On a donc une quinzaine de commissions qui travaillent sur différents thèmes. Vous pouvez retrouver ça sur notre site. Et la deuxième jambe, si je peux parler ainsi, c'est qu'on aspire à sortir du microcosme parisien et de développer sur les territoires, en privilégiant les relations avec les jeunesses. Nous avons des antennes régionales, et là l'antenne lilloise, Théo qui est présent et qui l'anime, témoigne que la jeunesse est impliquée dans toutes nos réflexions et essaye de fédérer le plus grand nombre pour remettre le débat, le dialogue et les réflexions au cœur de notre vie démocratique. Donc voilà, je sais qu'il y a un cocktail après notre conférence et je suis à votre disposition pour qu'on évoque nos initiatives et la suite de cette réunion pour concrétiser nos réflexions. Merci beaucoup. Alors... Ouais. Les gens qui interviennent, je le fais, il n'y a pas d'ordre protocolaire. D'abord aussi, quand même, on pourrait remercier parce que le cocktail est réalisé par des jeunes d'un lycée professionnel à Hénin-Beaumont, le lycée Henri Senet. C'est le patron, il va intervenir tout à l'heure. Et il y a une vingtaine de jeunes qui vont d'ailleurs nous rejoindre ici parce qu'ils pourront poser des questions, qui sont là. Et merci au Crédit Mutuel d'avoir bien voulu prendre en charge ces agapes. Voilà. Tu sais, Philippe, il y a une maxime. Merci. Il y a une maxime au Crédit Mutuel qui est dans nos réunions, on s'ennuie toujours ou souvent, mais on meurt jamais de faim. Donc voilà l'exemple. Merci. Alors donc Marc Tellier qui va intervenir, Madame qui est la DRH de Dalkia. Donc vous avez vu, ce sera un focus sur une entreprise de cette région. Peggy qui bosse avec moi depuis quelques années, qui a entre autres les RH de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, 3000 collaborateurs et qui va partir maintenant sur la Belgique pour travailler sur d'autres RH. Le grand patron du Crédit Mutuel Nord-Europe, qui est avec nous. Le patron, on peut l'applaudir 2 fois parce qu'il paye en plus. Alors, on a voulu mettre côte à côte ce qui ne se fait jamais, une belle entreprise publique que vous fréquentez, que vous le vouliez ou non, le patron du CHR de Lille, 15 à 16 000 collaborateurs, Monsieur Boiron. 16-17 000. Merci. L'immense honneur aussi d'avoir à nos côtés le patron de l'usine qui produit le plus de voitures en France, Toyota Onin. Madame qui est avec nous, qui a dirigé des organismes de formation et qui sera là pour aider les RH sur la thématique. Oh, c'est bien gentil votre problématique, mais quand je suis confronté, qu'est-ce que je peux faire et surtout comment je peux l'anticiper? Il nous donnera quelques clés. Et puis, c'est lui qui va démarrer. Il est directeur de la DRETS, Direction Régionale de l'Emploi, de l'Économie, du Travail, etc. Économie, emploi, travail, solidarité. Et solidarité, adjoint. Et je vous propose de démarrer par lui. On aura les personnalités juste derrière. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur... vous avez vu, ils sont tous debout. Hein. On leur met des chaises, ils restent debout. C'est vachement bien. Hein. Ça doit marcher, ça doit fonctionner. Oui. Hein, en fait, on a voulu commencer par un rappel à la loi. Qu'est-ce que dit la loi en la matière? Je suis dans une entreprise privée, dans une entreprise publique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oblige par rapport à la neutralité? Puis peut-être commencer à planter le décor. C'est quoi la neutralité? Donc il y a les slides qui vont passer au fur et à mesure. Hein.
On va attendre 2 minutes. Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, vous nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui avec Xavier Bertrand. Vous allez introduire cette réunion ensemble, s'il vous plaît. Xavier, si tu veux bien. Ok. Monsieur Blanquer, on nous a expliqué ce qu'était le laboratoire de la République. Pourquoi faire un déplacement express au cœur d'un conseil régional? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'organiser ce moment qui, à mes yeux, est très important. Merci évidemment au président de région, à toi, cher Xavier. C'est un grand plaisir d'être avec toi et d'être ici. On a beaucoup de choses en commun. L'une d'entre elles, c'est d'être très attaché à la laïcité et très attaché à la République et avec tout ce que ça signifie. Et de considérer que ce ne sont pas que des mots, que derrière le mot République, derrière le mot laïcité, il y a des réalités très concrètes qui correspondent au quotidien. Ce qui manque trop aujourd'hui dans notre pays, c'est un idéal de société articulé à la République, à l'idéal républicain. On ne peut pas laisser l'idée d'un idéal de société uniquement aux extrémistes. On ne peut certainement pas leur laisser non plus le monopole du long terme, le monopole de l'organisation, le monopole des discours à la jeunesse. On doit aujourd'hui pouvoir dessiner une France désirable du futur, où le contrat social est fraternel. Et ce contrat social fraternel, il doit être forcément basé sur la laïcité, c'est-à-dire la liberté et le respect des uns par les autres. Et nous savons bien depuis 1789 et même avant que la liberté s'arrête là où commence celle des autres et que donc il est important, c'est aussi le sens de la laïcité, que nous sachions jouir de nos libertés et pour en jouir, se respecter les uns les autres et ne pas abuser de nos libertés au détriment de celles des autres. En matière religieuse ou en matière politique, et dans le cadre de l'entreprise, cela veut dire très concrètement que l'on doit avoir la liberté de penser, la liberté de conscience, mais que celle-ci ne saurait empiéter sur celle des autres. Et chaque espace est particulier. C'est un ancien ministre de l'Éducation nationale qui vous le dit, bien sûr, et vous le savez. Donc l'école est un espace particulier, avec ses règles particulières, et donc une application de la laïcité spécifique. Et là aussi, avec Xavier Bertrand, on a souvent eu des combats communs sur ce sujet. Le sport est un espace particulier. Tout récemment, avec Michel Lalande et certains d'entre vous, on a fait une conférence de ce type sur la question de la laïcité et de la neutralité dans le sport. Au cours de nos débats, on va faire ce distinguo entre laïcité et neutralité qui est important, parce qu'on ne doit pas non plus abuser des termes. Il faut avoir les mots justes, aussi bien d'un point de vue juridique que politique que dans la vie courante. Et cette conférence ce soir va aussi servir à cela. Donc le sport est un domaine particulier, l'entreprise est un domaine particulier. Et ce domaine, là aussi, doit avoir une vision de la liberté de chacun qui permette que justement la liberté de tous soit égale. Et vous vivez tous des réalités quotidiennes sur ces enjeux. Et il nous a paru très important d'en parler, parce qu'on sent bien qu'il y a à la fois un cadre juridique existant intéressant, mais sans doute incomplet, et des pratiques sur lesquelles il faut échanger. Ça ne doit pas être un tabou, ça ne doit pas être quelque chose dont on ne parle pas, mais au contraire quelque chose dont on parle très naturellement pour arriver à des solutions qui soient bonnes pour notre pays, pour l'intérêt général, pour la vie quotidienne des entreprises. Donc je suis vraiment très reconnaissant à chacune et chacun d'entre vous pour ça, pour le fait aussi de parler, de s'exprimer, d'en avoir, je dirais, la volonté et le courage, c'est important. Et puis aussi d'illustrer ainsi ce pourquoi existe le laboratoire de la République. Pas pour rien qu'il y a ces deux mots-là. Laboratoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on expérimente, mais aussi on regarde ce qui existe en matière d'innovation, quels sont les avant-gardismes républicains d'aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques, quels enseignements plus généraux en tirer. Et puis République, bien entendu, la res publica, l'intérêt général, et donc comment expérimenter des choses qui sont bonnes pour l'intérêt commun. Et c'est très important de ce point de vue-là de relier les différents milieux sociaux, professionnels, intellectuels, politiques, de façon à ce que, là aussi, nous ne fonctionnions pas de façon cloisonnée. J'ai dit qu'il y avait différents espaces, y compris l'espace public, et ces espaces ne sont pas des bulles, ils ont des interactions, et nos expériences, nous devons échanger dessus. Et donc, pour terminer, je voudrais dire que vous êtes tous, évidemment, bienvenue, si je puis dire, dans le laboratoire de la République. Je me sens bienvenu chez vous et chez toi, Xavier, en étant ici. Mais très heureux aussi pour toutes celles et tous ceux qui veulent approfondir
Michel Lalande, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, fait un travail exceptionnel au sein du laboratoire, notamment autour du sujet de la laïcité, justement, et de ses différentes déclinaisons. Et on en a une illustration aujourd'hui. Toutes celles et tous ceux qui voudraient approfondir davantage au-delà de ce soir, vous êtes bienvenus, que ce soit sur ce sujet ou d'autres sujets qui sont ceux du laboratoire. Et j'en profite pour vous dire qu'il y aura aussi une université d'été 28, 29, 30 août à Autun, pour illustrer aussi dans un tel lieu notre attachement à l'égalité des territoires et au dynamisme des territoires. Là aussi un sujet que nous avons en partage avec Xavier. Et Xavier Bertrand sera là, donc voilà, c'est ça mon vrai produit d'appel, c'est ça. Et vous êtes tous bienvenus. Donc merci beaucoup. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont organisé. Et je voudrais juste souligner qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont là ou qui vont regarder cette conférence, puisque, et je les vois arriver même si je n'ai pas mis mes lunettes, et merci donc à eux d'être là, puisque le laboratoire de la République se dirige notamment vers la jeunesse aussi, et que nous avons des antennes dans les lieux de formation. Donc merci beaucoup, cher Philippe, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rester debout quelques instants, vous pouvez les applaudir, ce sont les élèves du lycée Henri Sonnet qui vont vous régaler tout à l'heure. Vous avez de la place par là aussi. Allez-y, il y a des chaises pour tout le monde. Et au fond de la salle, les patrons, j'appelle l'hôte de ces lieux, le président Xavier Bertrand. Merci. Bien, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Nous étions avec Jean-Michel Blanquer, on pensait qu'on respecterait le quart d'heure lillois. Et pour ne rien vous cacher, je voudrais à la fois remercier Jean-Michel Blanquer pour l'action qu'il mène avec le laboratoire de la République, mais je l'entretenais notamment des espoirs de libération de Boualem-Sansal, vous savez, qui est détenu arbitrairement depuis maintenant 186 jours, dont le portrait vous a accueilli dans cet hôtel de région et pour lequel Jean-Michel se mobilise tout particulièrement. Et je voudrais aussi l'en remercier en espérant que les applaudissements qui seront destinés, quelqu'un pourra les entendre très loin d'ici. Bravo pour ce combat aussi, Jean-Michel. Alors pour l'employeur public que je suis, en tant que président de région, la règle est simple. La règle, elle est très simple. C'est effectivement la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État qui s'impose dans sa clarté, dans toute sa limpidité, qui s'applique pour l'ensemble des agents publics, la neutralité et la laïcité. Mais je me suis aussi félicité que la loi contre le séparatisme du 24 août 2021 a conforté ce principe de neutralité et de laïcité en l'appliquant aussi aux entreprises privées délégataires de services publics. C'est un point important. Mais comme j'ai pu le dire, et je sais que Jean-Michel Blanquer était aussi favorable en ce sens, à la fois lorsqu'il était directeur général de la scolarité auprès de Luc Châtel, puis comme ministre, même s'il n'a pas forcément été suivi par tous à l'époque, je pense que le principe de laïcité doit aussi s'appliquer aux collaborateurs occasionnels du service public, comme les parents accompagnateurs de sorties scolaires. Vous voyez que j'ouvre d'ores et déjà un débat. Il ne peut pas y avoir, à mon sens, de laïcité, de neutralité à géométrie variable dans les services publics, et a fortiori dans le premier d'entre eux, l'école de la République. Je voudrais aussi, si vous me permettez, saluer la vigilance de Jean-Michel. La vigilance de Jean-Michel, notamment sur le développement des écoles hors contrat, dont certains, on l'a vu, portaient des dérives communautaires, et aussi sa lutte contre la déscolarisation des petites filles en maternelle, auquel l'obligation de l'école qu'il a introduite, c'était en 2019 si je ne me trompe pas, a permis, à partir de 3 ans, a permis d'y remédier. Mais je voudrais revenir sur le thème essentiel de ce soir, où toutes celles et ceux qui sont autour de moi vont aussi apporter leur témoignage, à savoir la neutralité en entreprise. Dès 2015, cette année sombre, cette année noire où le terrorisme islamique a frappé, et je voudrais ici saluer tout particulièrement le grand préfet républicain qui est Michel Lalande, qui était aussi en première ligne à l'époque comme directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Et je veux le dire, depuis cette époque, je suis absolument convaincu que nous devons mener une forte offensive républicaine. Et dans le cadre de l'entreprise privée, parce que c'est de ça dont il va être beaucoup question ce soir, la prise en compte de la manifestation des convictions en matière religieuse par le salarié suppose de trouver, c'est vrai, un équilibre entre cette liberté, la liberté de l'ensemble, des uns et des autres, et aussi la bonne marche de l'entreprise.
Mais cet équilibre avec une idée en tête. C'est cette question de la laïcité. La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais vous savez bien pour les uns et pour les autres que laïcité trouve aussi toute sa place en la matière. Je n'aurais pas faire l'ancien ministre du Travail, que je ne suis plus, mais il est vrai que le droit et la jurisprudence sont clairs. La liberté de manifester ses convictions peut être réduite au regard à la fois de la bonne organisation de l'entreprise, vous donnerez vous aussi les uns les autres des exemples, des horaires de travail, de la sécurité, de l'hygiène, et aussi l'interdiction de tout prosélytisme de salariés. Mais, vous le savez également, et je ne veux pas empiéter sur les témoignages, bien souvent le chef d'entreprise est démuni face à des dérives et à des signes de radicalisation. De la même façon, nous le savions, avant la loi de 2004, les proviseurs se sentaient seuls. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir donner à la fois des axes de progrès et peut-être donner des indications pour permettre aux chefs d'entreprise de ne pas se sentir seuls et d'avoir un certain nombre de solutions. Dès 2015, j'avais appelé de mes voeux une véritable charte de la laïcité en entreprise aux côtés du règlement intérieur de l'entreprise. De nombreuses entreprises, vous en parlerez, ont mis en place de telles chartes, ont mis en place des règlements intérieurs alors qu'on pensait qu'elles pouvaient être soumises à nombre de pressions. Les choses se sont réglées quasiment aussitôt. Vous connaissez des exemples, Paprec, mais pas seulement, où là, les progrès ont été immédiats. Parce que je suis intimement convaincu qu'il nous faut, surtout en cette journée particulière, le gouvernement et le chef de l'État exigeaient que l'ensemble du rapport soit déclassifié et publié concernant l'entrisme, notamment des frères musulmans. Je pense qu'il est aujourd'hui essentiel que l'on puisse, si l'on veut protéger la laïcité, penser à protéger la République et dans l'entreprise, protéger le chef d'entreprise, l'ensemble des salariés et cette communauté importante que constitue aujourd'hui l'entreprise. De quoi s'agit-il? Il s'agit avec un colloque comme celui-ci de renforcer, de conforter et de réarmer notre République. C'est bien là l'enjeu de la tâche à laquelle tu t'es attelé, Jean-Michel. Et encore une fois, je te remercie, comme les différents participants. Merci de votre attention. Merci. Alors, sans attendre, on a la rectrice de la région académique qui va nous rejoindre, qui arrive de Paris là-dessus. Puis on salue l'arrivée également du patron de France Travail, chargé de, entre autres, faire en sorte que les gens aient tous du boulot. Merci. Ce sera aussi un témoignage intéressant tout à l'heure. Monsieur le directeur régional adjoint de la DRETS, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots ce que dit la loi sur ce thème très important pour nous et pour éclairer notre auditoire? D'accord. Donc, il y a une projection qui devrait vous être faite. Alors, dire au préalable que je suis un peu embêté parce que Monsieur le Président de Région a déjà dit beaucoup de choses sur le dispositif légal, sur le cadre légal. Oui, je vais approcher le micro. Donc, l'objet de cette présentation, qui sera rapide, c'est de vous faire un rappel sur le cadre légal applicable aujourd'hui, puisque vous le verrez, il y a un cadre légal, mais il y a aussi un droit jurisprudentiel qui évolue régulièrement et donc qui vient éclairer un certain nombre de dispositions légales. La présentation que je vous fais porte en fait sur 3 volets. Le premier volet, c'est un rappel du cadre légal de la liberté d'expression dans l'entreprise et des limites donc, qui peuvent être apportées à cette liberté d'expression. Un deuxième volet, l'illustration du cadre, de ce cadre légal par quelques exemples en matière de faits religieux et de faits politiques dans l'entreprise. Et le troisième point, peut-être le plus important, les moyens qui sont mis à disposition de l'employeur pour pouvoir justement lutter contre les manifestations excessives. Alors, le premier slide que vous nous avez proposé, c'est de lutter contre le séparatisme en entreprise. Alors, au préalable, il y a une distinction qui me semble importante à faire, c'est entre l'expression de conviction dans l'entreprise et l'expression de manifestation excessive de conviction. Concrètement, le principe de neutralité n'empêche pas l'expression des convictions des salariés dans l'entreprise. C'est un droit absolu, c'est la liberté d'expression. Par contre, il y a un encadrement qui est fait dès lors qu'il y a une manifestation excessive de ces convictions qui peuvent conduire, et qui conduisent parfois, au séparatisme en matière politique et en matière également religieuse. Donc cette présentation est axée sur les droits des salariés en matière de liberté d'expression et les limites qui s'appliquent en matière de politique ou de religion dans l'entreprise. Donc le principe qui est un principe absolu, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire que c'est un principe général du droit, c'est une liberté constitutionnelle. Le salarié a le droit de s'exprimer
dans l'entreprise. Il ne laisse pas ses convictions à la porte de l'entreprise quand il arrive et il ne les reprend pas en sortant. Donc il y a toujours un droit qui existe. Néanmoins, donc, alors avec une nuance dans les entreprises chargées d'une mission de service public, ça a été évoqué, et dans les services publics, puisque là on parle plutôt du principe de laïcité avec quelques règles un peu distinctes, mais que j'évoquerai pas par manque de temps. Donc moi je reste uniquement sur le volet entreprise privée. On reste sur le volet entreprise privée, mais si vous voulez des choses sur l'entreprise publique, bien évidemment, on vous les transmettra. Et tout ce que vous voyez là, pas obligé de prendre des notes, vous les aurez. On vous les envoie parce qu'on a les mails de tout le monde. Et donc ça veut dire que les salariés ont le droit d'exprimer, mais ils ont aussi le droit de ne pas s'exprimer. C'est-à-dire, de l'autre côté, l'employeur ne peut pas exiger de la part des salariés d'exprimer une opinion ou de prendre une position publique telle qu'elle aurait été imposée par cet employeur. Puisque là, on parle de discrimination, c'est-à-dire qu'on connaît déjà les différents types de discrimination liés à la personne, aux croyances, mais également elles s'appliquent en matière de convictions religieuses et d'opinion publique, et elles sont punies d'ailleurs pénalement relativement sévères, puisque c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende qui sont encourus par un employeur qui discriminerait sur ces motifs. Donc les limites qui sont apportées à la liberté d'expression posée par la loi, alors la première limite, c'est, j'allais dire, une limite qui est applicable en société, y compris dans l'entreprise, mais ça va mieux en le rappelant. C'est la limite qui est posée sur la liberté de la presse et qui reste valable dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est interdit de porter des injures, outrages, diffamations, ou d'inciter à la haine en raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc ça, c'est le grand principe global qui pose les grands jalons. Ensuite, on a des limites spécifiques liées à l'entreprise qui peuvent être posées par l'employeur. Et pour ça, il y a un outil essentiel qui est celui du règlement intérieur. C'est-à-dire qu'une loi de 2016 a posé le principe, dans le Code du travail, de l'introduction d'une clause de neutralité dans l'entreprise, dans le règlement intérieur, c'est-à-dire règlement intérieur qui s'impose à l'ensemble des salariés qui constituent l'entreprise. Est-ce que le règlement intérieur est obligatoire dans toutes les entreprises ? Alors, le règlement intérieur n'est obligatoire au sens légal du terme que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Néanmoins, c'est une disposition légale obligatoire plus de 50, rien n'empêche un employeur d'établir un règlement intérieur en deçà de 50 salariés. Pour tous ceux qui écoutent, hein, évidemment, c'est une des préoccupations des gens qui se sont inscrits, c'est de dire, mais si jamais je suis confronté à, comment puis-je anticiper ? Si vous êtes confronté, vous allez peut-être anticiper, mais ceux qui peuvent anticiper, le règlement intérieur doit prévoir des choses précises. Tout à fait. Tout à fait. Et des choses précises dans le sens où elles doivent être encadrées de façon précise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus mettre une clause générale, fourre-tout, sans précisément définir les choses. Très concrètement, et c'est la difficulté de l'application du principe de neutralité, c'est qu'il peut varier d'une entreprise à une autre en fonction des caractéristiques de l'activité de l'entreprise, de sa nature et de son organisation. Ce qui prévaut dans une entreprise en termes de clause de neutralité ne prévaudra pas forcément, ne correspondra pas aux critères légaux dans une autre. Alors on verra tout à l'heure avec la dame qui fait de la formation, hein, comment on peut vous aider à éventuellement bâtir cela, et puis des illustrations concrètes de ceux qui le font déjà. Alors l'application des règles. Donc l'application des règles, elles vont se définir d'une part par l'employeur lui-même, puisqu'il dispose d'un pouvoir disciplinaire, donc il a un éventail de sanctions légales qui vont de l'avertissement, dans les cas les moins graves, jusqu'au licenciement pour faute, hein, dès lors qu'il y a une atteinte, il y a une manifestation excessive de la liberté d'expression. Il existe aussi des pouvoirs de l'inspection du travail, alors qu'on ne se méprenne pas, limités non pas parce que dans le cadre d'une incapacité à faire, mais limités juridiquement dans la mesure où, sur ce thème-là, l'inspection du travail n'est pas la police de l'entreprise, n'est pas la police dans l'entreprise, c'est-à-dire concrètement, l'inspection du travail va constater un certain nombre d'infractions, va dresser procès-verbal si ce sont des infractions qui relèvent du Code du travail ou transmettre un signalement au procureur de la République, mais ensuite c'est le juge qui juge par définition et qui condamne le cas échéant. Oui, c'est pas vous qui condamnez. Tout à fait. Vous levez les lièvres quand même. Voilà. Oui, ce qui est essentiel et important. Et il y a également un point important, c'est qu'il y a un contrôle administratif du règlement intérieur. Oui. C'est-à-dire que le règlement intérieur, avant d'être affiché dans l'entreprise et porté à la connaissance de l'ensemble des salariés, doit être soumis, là c'est une obligation légale, à l'inspecteur du travail qui peut apporter des observations, des remarques, des préconisations sur l'illégalité de certaines clauses et en particulier de la clause de neutralité qui nous intéresse. Merci. Et un point également que je voudrais souligner, c'est que l'inspection du travail, ça n'est pas que de la répression, ça n'est pas que du contrôle, il y a aussi un rôle de conseil
et d'information. Alors ça, il faut bien l'entendre, parce que moi qui étais DRH pendant 30 ans de ma vie, j'avais qu'une trouille, c'est de recevoir un recommandé. Non, mais on a de leur parfois part. Et effectivement, ça veut dire que si dans la salle, vous dites, tiens, j'ai besoin de conseils, indépendamment des formations que vous pourrez les avoir, vous téléphonez à l'inspection du travail, à la direction du travail, et ils vous donneront des collaborateurs prêts à vous aider, éventuellement à bâtir un règlement intérieur ou plus loin. C'est ça. Le principe, c'est d'accompagner en amont, plutôt que d'attendre que le règlement intérieur ou que les difficultés existent dans l'entreprise, et avec tout ce qu'on éprouve derrière, à les résoudre. Donc là, on est vraiment en amont. Il y a un rôle de conseil et d'information. Et là-dessus, ça fait partie des priorités de l'inspection du travail. Alors, il y a deux choses, et avant de passer la parole aux grands témoins. On parle souvent du fait religieux dans l'entreprise, qui peut être quelque chose qui ne va pas bien, et le fait politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces deux choses-là ? Alors sur le fait religieux, à partir de quelques exemples qui peuvent se retrouver dans la vie quotidienne des entreprises, c'est par exemple le port d'une tenue ostentatoire, une tenue ou de signe ostentatoire en matière de religion. Est-ce que c'est permis ? Alors dans l'entreprise privée, dans l'absolu, oui, c'est permis. Cependant, des restrictions peuvent être apportées, ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le Président de Région, dès lors que le fonctionnement de l'entreprise le nécessite. S'il y a besoin d'une tenue spécifique liée à l'entreprise en matière de sécurité, de santé et d'hygiène, il y a obligation de porter cette tenue, le cas échéant. Si par exemple, il y a un contact avec la clientèle et donc il y a une image qui est véhiculée que l'entreprise ne souhaite pas voir véhiculée, elle peut très bien interdire donc, le port de signes ostentatoires de Vaut mieux le religion. prévoir en règlement intérieur, ça peut-être, non ? Alors, quand il y en a un. Et quand, oui, quand il y en a un. Parce Okay. que je rappelle, dans les entreprises de plus de 50, il est obligatoire, le règlement intérieur. La clause de neutralité, c'est un volet du règlement intérieur. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas obligation d'inscrire dans son règlement intérieur une clause de neutralité. Alors donc là, c'est pour le fait religieux et notamment la tenue vestimentaire. Voilà. Je rappelle pour ceux qui fréquentent et qui ne sont pas loin de Lille, vous allez à la boutique Nike, les filles, elles vendent des chaussures avec un voile, avec certainement un sigle qui fait vendre beaucoup de chaussures. Mais ça, alors le fait politique. Alors juste oui, bien sûr. 10 secondes. Sur le fait religieux, une chose importante également, c'est que bien évidemment, on ne peut pas évoquer l'appartenance à une religion pour refuser de se soumettre à une obligation légale. Je pense à la médecine du travail, par exemple, qui est une obligation légale, qui est d'ailleurs de la responsabilité de l'employeur. Un salarié ne pourrait évoquer sa religion ou l'appartenance à une croyance pour refuser la médecine du travail. C'est le même principe pour refuser d'obéir à un supérieur hiérarchique parce qu'il serait du sexe opposé, d'une orientation sexuelle différente, etc. Voilà. Donc vous voyez, ces obligations légales, elles s'imposent de droit. Et donc il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Et sur le fait politique, c'est généralement, donc, alors, pendant le temps de travail et avec les moyens de l'entreprise, tout prosélytisme politique, donc de nature à diffuser des idées politiques ou des croyances spécifiques sont interdites. Par contre, il y a des aménagements possibles puisque le Code du travail prévoit la possibilité d'avoir une activité militante par des droits à congé, des autorisations d'absence, des crédits d'heures, tout en conservant un mandat politique. Mais là, on se place bien en dehors de l'entreprise. Merci beaucoup. Ça, c'est clair. C'est la France. Il y a des pays qui font des choses différentes. Mais en tout cas, vous plantez le décor. Vous aurez ces slides, vous serez complétés avec un numéro de téléphone et un mail. Harcelez dès demain matin pour avoir des conseils, l'adresse. Ils auront un grand plaisir, mais c'est très intéressant ce que vous nous dites sur le fait qu'effectivement, à l'adresse, on conseille d'abord. Et évidemment, si les gens font des bêtises, on les sanctionne. Merci. Première illustration, Peggy Brionne, patronne entre autres des ressources humaines à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. C'est quoi la Caisse d'épargne des Hauts-de-France aujourd'hui ? Alors la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, c'est donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, 3000 collaborateurs, parce que tu la connais aussi bien que moi, Philippe. 3000 collaborateurs, c'est 300 agences. Il y a 9 centres d'affaires et 2 centres d'affaires spécialisés. Elle agit sur tout le territoire des Hauts-de-France. Elle a également une succursale en Belgique. Elle vient d'ouvrir une succursale aux Pays-Bas. Elle vient d'acheter une banque en Belgique également. Voilà. Merci. C'est tout ça la Caisse Alors d'épargne cette des Hauts-de-France. thématique qui a paru fortement intéressée, il y a eu des discussions avec le préfet Lalande qui ont un peu bluffé tout le monde. C'est quoi la réalité de cette problématique dans une entreprise de 3000 collaborateurs ? Et on parlera tout à l'heure avec le Crédit Mutuel, c'est un peu la même chose, 2 banques coopératives sur le territoire. Alors, comme ça a été justement rappelé, le sujet en entreprise privée, c'est le sujet de la neutralité. Clairement, et ça a été dit tout à l'heure, on a une liberté de croyance, on a une liberté d'avoir des convictions politiques, des croyances religieuses, de ne pas en avoir aussi, de la même manière. Et ça, voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus. Chacun vient en entreprise fort de son histoire, de qui il est, de comment il s'est construit, et donc de tout ça.
Ça, c'est important de l'avoir en tête et de se le rappeler. Mais au-delà de ça, l'entreprise, c'est le vrai sujet, c'est le vivre ensemble. Dans une entreprise, on est toute la journée avec des personnes qu'on n'a pas choisies, qui nous sont imposées dans un cadre professionnel, et on doit tous vivre ensemble. Et forcément, il peut y avoir des zones de frottement sur des sujets de conviction politique, sur des sujets de conviction religieuse, de croyance, de ne pas croyance. On peut avoir des débats soutenus, des débats acharnés, etc. Sauf qu'on a une époque où on voit que ces sujets-là, ils peuvent vite s'enflammer et prendre des proportions qui sont au-delà, et qu'à un moment ou à un autre, une entreprise, c'est aussi un lieu où on travaille, où on produit, où on doit avoir une activité. On n'est pas au café du commerce, voilà, pour le dire clairement. Et donc il y a un moment où ce sujet-là, il devient le sujet de l'employeur, parce qu'il peut vite prendre des proportions qui vont au-delà, de gens qui sont vraiment froissés, qui vivent très mal la situation parce que ça attaque leurs propres convictions. Et donc le principe de neutralité, il devient de plus en plus prégnant, et c'est un sujet important, parce qu'une conviction politique peut froisser une croyance religieuse de quelqu'un d'autre. Donc c'est un sujet qui est complexe, et en tant qu'entreprise, on peut vite être démuni. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a l'outil du règlement intérieur, très bien. Nous, on l'a mis dans notre règlement intérieur, on s'en est saisi dès que la loi est sortie, et on a mis le principe de neutralité. C'est assez simple, quand on est en contact avec la clientèle, on n'a pas le droit d'afficher ses convictions politiques, ses convictions religieuses, c'est assez simple. Nous, on l'a mis largement dans l'entreprise en se disant, de la même manière, on peut aussi avoir des conflits au sein d'un service, et même s'il n'y a pas de contact avec la clientèle, on peut vraiment avoir des gens qui peuvent vraiment se mettre dans un conflit très fort. Donc on l'a écrit de manière large. Maintenant, soyons clairs, qu'est-ce que ça vaudrait si demain il était contesté en justice ? Je ne suis pas sûre qu'il tiendrait. Et donc, on risquerait d'avoir ce sujet-là sur lequel on ne serait pas protégé plus que ça. Et donc, tout ça, je trouve que c'est très hypocrite, parce que le vrai sujet du vivre ensemble, il est au-delà de ça. Et donc, il y a un moment, il faut poser le sujet clairement, et donc, à un moment ou à un autre, avoir des règles claires. Voilà. Merci. Il n'y a pas quelques illustrations des situations qui ont été vécues ? Après, de cas classiques, c'est-à-dire de conviction politique, quelqu'un qui vient avec un t-shirt d'un parti politique, qui va froisser la conviction religieuse de quelqu'un d'autre, je pense que vous avez tous en tête ce à quoi je peux faire référence. Ça, c'est des sujets du quotidien. C'est des vrais sujets du quotidien. Et là, on peut effectivement sortir notre règlement intérieur, s'appuyer sur la neutralité, mais si cette personne allait en justice et contestait en disant « moi, je veux continuer à venir avec mon parti politique affiché sur mon t-shirt », il n'y a pas de contact avec la clientèle, je ne suis pas sûre que notre position tiendrait, soyons clairs. Et donc, on est vite démunis. Merci. Peggy Brionne. Et si vous avez des questions dans la salle, ce n'est pas très compliqué, on ne peut pas vous couper la parole, vous appuyez sur un petit bouton et votre micro, il est à votre portée. D'accord ? Pas de façon intempestive. Alors, Eric, patron du Crédit Mutuel, même chose, un peu planter le décor. Qu'est-ce que c'est le Crédit Mutuel aujourd'hui ? Et puis je sais qu'il y a une thématique qui intéresse beaucoup, c'est la diversité. Alors, le Crédit Mutuel Nord-Europe, c'est un peu plus de 2000 collaborateurs dans les Hauts-de-France, plus la Marne et les Ardennes. Et en réalité, j'interviens presque avec une double casquette. D'abord celle de Nord-Europe, et puis je suis dans la direction générale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 77 000 collaborateurs sur 5 continents. Et dans les différentes directions générales que j'assume, j'ai celle notamment du CIC, puisque je suis directeur général du groupe CIC. Mais revenons à la question. Et donc, la question pour nous, nous avons un règlement intérieur. Ça a été fixé très tôt, et là, je l'ai pris pour le lire exactement. Bon, il y a des conditions sur les tenues vestimentaires. Alors, peut-être une remarque que je ferai peut-être pour compte commun. On a un métier, je ne dirais pas particulier, mais de service et de contact. Et donc, beaucoup de choses qu'on va dire, ou que je vais dire, ou que vous avez dit, ne peuvent pas être forcément décalquées sur d'autres entreprises. Donc, si je relis, lorsqu'on est en situation de contact avec la clientèle, il, c'est le collaborateur, veille à ne pas aborder de signes ostentatoires susceptibles d'entraîner les réactions de la part de celle-ci. Dans ses relations avec ses collègues et ses clients, il apporte un comportement, une expression qui respecte la liberté et la dignité de chacun. Donc, de façon très claire, si le collaborateur est en contact avec la clientèle, y compris en visio, il ne peut porter aucun signe ostentatoire. Et je veux dire, appelons les choses un chat, ni voile, ni croix ostentatoire, ni kippa, ni turban, c'est très clair. En revanche, il y a plus de latitude quand il n'est pas en contact direct avec les clients. Après, la chose que le règlement interdit, ça a été dit tout à l'heure, c'est globalement le prosélytisme. Alors, je ne vais pas dire, on a vu des t-shirts arriver.
J'avoue que par certains côtés, on laisse parfois passer. Mais nous avons... ce qui me gêne, ce n'est pas tellement le t-shirt. C'est si la personne commence à vous expliquer, à voir son collègue, tu sais, quand est-ce que tu viens à la manif, là c'est un vrai sujet. Et on a mis en place un système de whistleblowing relativement important, autrement dit de signalement, qui permet à toute personne qui se sent en difficulté de signaler à la RH sa souffrance, entre guillemets. C'est anonyme, donc, où c'est un peu précis, et donc ça va. Si c'est pas précis, je ne dis pas qu'on laisse tomber, mais on voit quand même le collaborateur en lui disant, bon, tu sais, ça pose quand même, vous savez, ça pose quand même problème à vos collègues, il faut peut-être trouver une autre façon de travailler. Donc ça, c'est la façon de gérer. Après, nous sommes la seule banque qui est entreprise à mission. Et donc qui a une raison d'être qui est ensemble, écouter, agir, ensemble. Et donc c'est un peu ce que tu disais, notre sujet n'est pas la neutralité, n'est pas l'ostracisme, c'est d'accepter un creuset commun, le vivre ensemble, et donc accompagner la diversité. C'est pour nous le sujet le plus important. Si nous avons d'ailleurs des engagements autour de la diversité, y compris des alternants, X% de nos alternants doivent venir de certaines zones. C'est une façon d'intégrer les gens. Notre vrai enjeu, c'est d'intégrer plus que de montrer ou désoler des gens en disant « Oh là là, c'est pas bien ». Et je dirais que, répondant un peu à ta question tout à l'heure, oui, dans 77 000 collaborateurs, il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes partout. Je peux vous citer un des problèmes, je reviens de la succursale de Singapour, le problème, les Chinois et les Européens se détestent cordialement dans la même équipe. Donc on a constamment des signalements. Donc je dirais, il y a toujours un problème de neutralité qui peut exister. Donc à nous de trouver le mieux, de surtout être capable de faire vivre cette diversité, de le montrer. Et puis, tu nous disais, quand on a un peu préparé cette réunion, est-ce qu'il y a des conseils à donner? D'abord, est-ce qu'il y a des conseils à donner? J'en sais rien, parce que ce qui marche peut-être dans nos maisons ne marchera pas dans d'autres structures. C'est inlassablement communiquer. Communiquer autour de ça. Ne pas se cacher. Il y a un règlement. Faire du e-learning. Qu'est-ce que c'est que la diversité? La diversité, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est l'égalité homme-femme. Ce n'est pas de problème ratio. C'est tout un tas de choses. Vous savez, je vais raconter quelque chose de très choquant, mais ça ne fait rien, on me connaît, j'assume. Jeune directeur général, il y a plein d'années, ma RH me voit et me dit, dans ce poste, il y a un poste que je cherche, mais j'ai un problème. Quel est le problème? Et elle n'arrive pas à me dire la chose épouvantable. Elle me dit, il est noir. Je veux dire, c'est épouvantable d'entendre ça, surtout pour quelqu'un qui vient de RH. Alors c'est il y a 20 ans, la personne n'est plus là, et je pense que j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas là très longtemps. Mais c'est ça qui pose vraiment le problème pour moi, plus que la neutralité, être capable de créer un terreau commun, le vivre ensemble, et ce qu'on essaie de faire, et en tout cas c'est une de nos optiques, c'est notre 3e, je crois, mission et engagement dans le cadre de nos entreprises à mission. Merci Eric. Intervention courte, ciselée, mais pas de langue de bois. C'est ça le plus important. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, mais sinon, on a le temps. Alors on va passer, s'il n'y a pas de questions à ce stade, du monde du service au monde de l'industrie. On est avec le patron de la plus grosse usine automobile de France, qui produit des voitures japonaises. Plante-nous le décor, parce que qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette belle usine? Et puis ensuite, évidemment, la thématique. Alors TMMF, c'est Toyota Motor Manufacturing France. On est sur le territoire depuis 2001. La société a été créée en 1998 et on a lancé la Yaris première génération en 2001. Initialement, l'usine, donc, elle s'est développée avec les collectivités, avec le territoire, avec la région, avec l'État. Et l'histoire avait commencé puisqu'on a eu le soutien. On avait un sous-préfet qui était détaché pour s'assurer qu'on puisse démarrer dans de bonnes conditions. Donc le projet initial, il avait démarré dans fin des années 90, c'était d'implanter une usine Toyota en Europe. Donc le choix a été judicieux parce qu'elle s'est implantée à Onnin.
Donc le contrat initial, c'était 2000 salariés avec une capacité de production de 150 000 véhicules par an. Donc aujourd'hui, on est quasiment 5000, je vais faire de manière très simple, et on produit 1250 voitures par jour, et on a une capacité aujourd'hui de 300 000 véhicules. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on produit la Yaris et la Yaris Cross, et notre production depuis un an, elle est 100% hybride. Alors l'enjeu donc on est une entreprise japonaise. Les capitaux sont japonais. On a à peu près une trentaine de salariés qui sont permanents sur le site. Et Toyota, donc pour faire simple, c'est 370 000 collaborateurs dans le monde. On est présent dans 128 pays. On a à peu près 60 usines dans le monde. Donc 370 000 salariés, et c'est que finalement 70 000 japonais. Donc c'est 300 000 personnes qui sont dans le reste du monde. Alors la particularité d'une entreprise comme Toyota, c'est qu'on a une culture d'entreprise qui est très forte. On a une ADN qui est très très forte, on est très ancré. Et finalement, on retrouve cet ancrage sur le territoire et dans notre entreprise. Alors quand Didier Leroy a créé l'entreprise, c'est vraiment en 98, quand on a démarré en 2001, on a mis la culture japonaise en place, mais on n'a pas voulu finalement copier 100% les Japonais. C'est-à-dire qu'on l'a fait à la mode. Comment on fait la culture japonaise à Valenciennes? J'ai du mal à imaginer. Alors, c'est très simple. Finalement, on a, quand on pense Japon, quand on pense Toyota, au-delà du beau pays, c'est qu'on pense tout de suite à la rigueur japonaise. Donc ça, pour des Latins comme nous, pour des Français, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est vrai que le sport national, c'est de contourner la règle. On aime bien faire différent, quoi. Enfin, si je revois un tableau Excel à toute la salle, il y en a forcément un ou deux qui va me rajouter une colonne ou il va me changer un truc. Par contre, là où on fait la différence, que le challenge finalement, il est quand même assez audacieux depuis 20 ans. C'est vrai que personne ne croyait au projet Toyota. Hein. Tout le monde dit ils vont prendre les subventions, ils vont s'en aller, c'est un effet de mode. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore qui disaient on a une usine tournevis alors qu'on a un taux d'intégration le plus important. La particularité, c'est que si nous, les Latins, les Français, on est créatifs, et si on garde cette créativité, et on est capable de mettre de la rigueur, et la rigueur japonaise, là, on devient très fort. Et c'est ce qu'on fait. Et la force de TMMF, c'est le collectif. On a un collectif qui est très fort. Il a évolué au fil du temps. Hein. C'est vrai qu'en fonction on va avoir 25 ans l'année prochaine. On a un collectif qui est fort, mais notre ADN, c'est de développer les salariés. Déjà, nous, on n'appelle pas ça un salarié, on appelle ça un member. Vous pouvez très bien rentrer chez Toyota, intérimaire. Ensuite, vous allez être embauché. Et on a une classification, mais c'est-à-dire que tout est accessible. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas à un certain niveau, certains types de postes, il faut rentrer avec tel background, telle école. Et ça, le développement du salarié, c'est quelque chose qui est central, qui est ancré en nous. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps, on dépense beaucoup d'heures, on investit dans nos salariés pour les développer. Donc c'est-à-dire que le salarié, quand il rentre, il est intérimaire. Déjà, lui, le premier enjeu, c'est de se dire je veux un CDI. Alors après, la culture, on l'aime ou on l'aime pas. Mais on a un turnover qui est faible. Et quand on est capable de projeter les salariés, globalement, lui, s'investit. Il s'investit parce qu'il a cette évolution sociale et on ne va jamais l'arrêter. On a un chef de département qui est sous-directeur, qui, sur l'assemblage, c'est un peu plus de 1000 personnes. Il a démarré il y a 20 ans en contrat de qualif. Et aujourd'hui, il est directeur adjoint. Donc ça, c'est quelque chose qui est motivant. Après, le plus important, c'est que nous, on a un règlement intérieur, hein, je vous rassure, hein, comme on est plus de 50. Donc on a aussi un code de l'éthique, c'est-à-dire que globalement, chacun s'y retrouve. Et cette force du collectif, elle a aussi un corps social qui est important. Donc on est aussi en permanence dans le dialogue, on est aussi sur le terrain, on a des responsables ressources humaines de proximité pour en instant T, c'est-à-dire qu'on soit interactif et qu'on sache ce qui se passe sur le terrain. Donc le but aussi, c'est forcément, comme vous l'avez dit, c'est comme on est un gros collectif, des escarmouches, des échauffements, il y en a régulièrement, quelle que soit la culture, la nationalité, la provenance. Donc ça, il faut toujours qu'on soit réactif, on est toujours dans le social. Après, on est aussi sur, si vous regardez la philosophie, le cône de la philosophie de Toyota, c'est de rendre nos salariés heureux.
Vous pouvez dire, ça fait tarte à la crème, c'est cucu, on n'y croit pas, mais l'un dans l'autre, on a un PDG qui dit que si on ne gagne pas d'argent, forcément, on ne peut pas rendre nos salariés heureux. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on est aussi dans le bien-être, dans la bienveillance. C'est-à-dire que globalement, le mois dernier, on a eu le mois de la santé où chaque salarié peut se faire détecter. On fait des prises de sang. On a les médecins du travail. On a une cellule psychologique. On a un kiné. Donc, tout ça permet aussi de faire en sorte que le salarié se développe et il se sente bien dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes confronté aux faits religieux? Est-ce que vous êtes confronté à des gens qui font des manifestations qui dépassent le droit du travail, c'est-à-dire pour toute autre chose que on est mal payé? On ne la voit pas d'ailleurs. Non, parce que globalement, on n'a pas de salle de prière, on n'a pas de signe ostentatoire, parce que la force du collectif, elle est plus forte que le reste. Donc quand vous rentrez, globalement, tout le monde s'inscrit dans cet ADN, dans cette culture. Et ça, les gens, globalement, l'intègrent rapidement. Alors après, effectivement, sur l'aspect sécurité, on doit une tenue réglementaire qu'on doit apporter. Mais pour le coup, pour l'instant, elle n'est pas encore obligatoire. Mais on n'a pas de dérive. Alors, si, il y en a toujours un ou deux qui portent un maillot de l'OM ou du PSG. Alors, si c'était le maillot du Valenciennes Football Club marqué Toyota, je ne dirais trop rien. Mais ça, on ne peut pas encore l'imposer. Mais on va aussi l'un dans l'autre, on va faire évoluer sans le vouloir rendre imposable, qui soit imposé aux salariés. C'est-à-dire qu'on va renouveler notre gamme de vêtements pour faire en sorte que les salariés ont envie de la porter, qu'ils soient fiers. Alors pour ça, il faut des vêtements de qualité. Et ça aussi, on travaille et on implique les salariés dans tous ces domaines-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de notre entreprise. Globalement, on a à peu près plus de 250 salariés étrangers. On a 42. Vous avez 250 salariés qui n'ont pas la nationalité française. Non, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ils viennent majoritairement d'Afrique, d'Asie. Alors, on a forcément tout le canal japonais. Parle de la diversité. Ils sont une trentaine. Mais ces gens-là sont parfaitement intégrés et il n'y a aucune volonté finalement de manifester ces signes ou ces appartenances. Ouais. La force du collectif fait que les gens s'inscrivent dedans. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet d'entreprise. Parce que si les gens s'ennuient, si les gens s'emmerdent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous réclamer du pognon. C'est ce qu'ils vont faire. Mais en fait, la rémunération, finalement, c'est une donnée qui va être d'un côté objectif, c'est l'argent qu'ils vont toucher, mais il y a tout le côté subjectif. Et le côté subjectif, globalement, ils vont dire, non, cette culture, elle me plaît, je me sens bien, j'ai un bel environnement, je dirais que l'entreprise fait attention à moi. Et ça, ce côté subjectif fait que les gens sont intégrés, ils ont envie de rester. Rodolphe Delaunay, Toyota. Merci à vous. Merci. On passe de la plus grosse entreprise privée du coin, entre guillemets, qui fabrique le plus de voitures en France, à certainement le plus gros établissement public, tout au moins hospitalier, de cette région des Hauts-de-France. Monsieur Boiron, directeur général du CHR. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de saluer aussi Michel Lalande, avec qui nous avons partagé quelques moments, parfois compliqués. Merci de votre invitation et de tous ces propos que je viens d'entendre. Le CHU, puisque chacun se présente, c'est oui, le plus gros employeur. Certainement, sauf si on considère que l'État est un seul employeur dans la région, il doit y avoir plus d'employés de l'État dans les Hauts-de-France, mais sinon c'est le CHU de Lille, un petit peu moins de 17 000 salariés, tout confondu, 70% de femmes, moyenne d'âge 40 ans. 12 hôpitaux groupés sur un même site. C'est la particularité de ce CHU. C'est le seul en France qui est la plupart de ces hôpitaux, sauf un, en fait, regroupés sur le même campus. Et moi qui suis, comme je dis toujours, n'est-ce pas Dominique, un Lillois du Sud-Ouest, je répète que je dis ça sans chauvinisme, c'est un des meilleurs et des plus beaux CHU de France. Voilà. Et c'est un Bordelais qui le dit. Le CHU, d'ailleurs, vous avez parlé de Belgique, il possède aussi beaucoup d'immeubles, etc. et aussi des terres et des fermes en Belgique, figurez-vous. Donc on a cette particularité. Voilà. Et puis moi, je suis l'employeur, puisque le représentant légal du CHU, c'est le directeur général. Et donc nous avons un peu les mêmes responsabilités, les mêmes problématiques. Mais peut-être que pour l'expliquer, je prendrai l'argumentaire qu'on essaye de développer, d'ailleurs, je le redis, avec le professeur Dominique Chevalier, qui est là, président de la commission médicale, et Catherine Thomas, qui est directrice des affaires juridiques, en expliquant que pour faire société et pour faire aussi hôpital, il faut commencer par se dire que la liberté de chacun suppose de respecter, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été rappelé, la liberté des autres. Et que si on veut protéger la liberté de ceux qui croient, par exemple,
eh bien, il faut faire accepter celle de ceux qui ne croient pas ou celle de ceux qui croient autre chose. Et si on traduit ça dans le service public, puisque la France, c'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, c'est l'article 1er de la Constitution, puisque nous sommes service public et que nous voulons être un des visages de la République, d'une certaine manière, hein, le système de santé contribue aussi à ça, eh bien, nous appliquons ces règles déjà rappelées de neutralité dans le secteur public. Elles sont particulières chez nous, puisqu'elles s'appliquent à tous, quelle que soit sa modalité d'emploi, d'ailleurs employé direct, stagiaire, élève en formation. Elles s'appliquent partout, c'est-à-dire non seulement au contact des usagers ou des patients, et de leur entourage, mais aussi... Usager, c'est le terme employé pour dire client. Hein, quand on oui, client, si tu veux, il n'y a pas de tabou, mais c'est les clients du service public. Hein, c'est des gens qui ne payent pas ou peu au moment des soins. Ils payent, bien sûr, hein, comme nous tous, on contribue beaucoup. Mais ça s'applique que ce soit au contact des usagers ou des clients, ou sans contact, c'est-à-dire en dehors même des lieux de soins. C'est une neutralité qui s'applique aussi entre professionnels. Et cette neutralité, elle prévoit que personne, dans notre système, ça c'est la loi 1905 d'ailleurs, hein, pour l'essentiel, elle dit que personne ne fait état de ses opinions religieuses, politiques ou autres, ou de son opposition à des opinions politiques religieuses. Voilà. Ce principe est dans la loi, mais nous, on a considéré nécessaire de l'inscrire aussi dans le règlement intérieur. Alors on a un règlement intérieur, c'est d'ailleurs une compétence du DG, bien sûr en concertation avec toutes les instances, mais dans ce règlement intérieur, même si la loi le prévoit, nous avons inscrit les principes de neutralité mutuelle entre professionnels et vis-à-vis des usagers. Ce n'est pas inutile parce que la loi n'est peut-être pas suffisamment claire dans tous les détails parfois, et puis les débats de société perfusent à l'hôpital. L'hôpital n'est pas une île, hein, on a tous ces débats à l'intérieur, et donc la manifestation des opinions ou des croyances, c'est un sujet qui revient fréquemment. Et par exemple, nous avons des lieux de culte, puisque la fameuse loi de 1905 prévoit, qui dit d'ailleurs la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, elle prévoit des exceptions, notamment l'hôpital. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une chapelle, il y a une mosquée à l'hôpital? Ça veut dire qu'à l'hôpital, il y a deux choses qui peuvent paraître surprenantes. C'est intéressant, hein, parce que je crois qu'il y en a qui découvrent là. Ouais. Nous salarions des représentants de culte. Lesquels? De culte, pardon? Tous les grands cultes existants aujourd'hui, chrétiens, enfin, catholiques, chrétiens, protestants, mais il y en a moins, musulmans, juifs et judaïsme, pardon, hein, bien sûr. Et il m'en manque un. Non, on n'a pas de salariés dans les autres religions. Ce sont des salariés à petite proportion, à temps partiel, mais parce que nos usagers ont le droit de demander l'accès à un représentant d'un culte. Et puis, chacun sait ici qu'il y a des situations difficiles, douloureuses, dans lesquelles on peut aussi avoir besoin de cet accès. Donc on a peu de salariés, je crois que c'est 8 ou 9 au total, sur un établissement de cette taille, et qui se distribuent et qui interviennent à la demande dans les 12 hôpitaux. Et nous avons aussi des lieux de culte. Alors, un lieu de culte, c'est parce que quelqu'un qui vient à l'hôpital, ou, exemple que chacun peut comprendre, un parent qui vient à l'hôpital et qui a une situation difficile, un parent d'un enfant ou un parent d'un aîné, hein, et qui vit auprès de cette personne une situation difficile, peut souhaiter aller se recueillir. Donc nous avons des lieux de culte, mais ce sont des lieux œcuméniques, ce sont des lieux partagés entre les religions. Il y a d'ailleurs les signes des différentes religions à l'intérieur de ces locaux. Et là, à titre d'exemple des choses qui peuvent se produire et que nous interdisons, il arrive que certains veuillent s'approprier le lieu de culte. Il arrive même que, par exemple, des stagiaires de l'enseignement en santé en général aient souhaité et voulu faire sortir d'autres personnes, en l'occurrence c'était les femmes, mais ça aurait pu être autre chose, de ce lieu pour pouvoir exercer leur culte à leur manière entre eux. Et ça, ce n'est pas permis. C'est intéressant parce que c'est un éclairage de quelque chose de différent. On est à l'hôpital. Excusez-moi, c'est pareil dans les hôpitaux privés?
Non, l'obligation de la laïcité s'applique à l'hôpital public. D'accord. La règle est différente, mais elle correspond à ce qu'on entend pour les entreprises. Dans les établissements privés, je parle des établissements privés lucratifs. D'accord, de soins. Mais l'exemple que je citais, il va aussi, par exemple, s'appliquer lorsque un agent utilise sur l'image de son ordinateur, quand on fait des visios aujourd'hui, c'est très fréquent, on utilise quelquefois une image de fond. Si cette image, c'est un crucifix assorti de nombreux signes clairement religieux, dans un contexte professionnel, c'est interdit. De même qu'on ne distribue pas à l'accueil, de même que, etc. Vous voyez toutes ces choses sur lesquelles on intervient si c'est nécessaire. Il n'y a pas que la question du voile, qui est bien connue. Oui. Il y a la question de la croix ostensible ou de la kippa. Le voile, d'ailleurs, c'est des choses que l'on voit peut se transformer quelquefois en charlotte, puisqu'à l'hôpital, on porte souvent des choses sur la tête. Voilà. Mais si c'est fait dans un sens religieux, à ce moment-là, on ne l'autorisera pas. Voilà. On est vigilant à ça en appliquant des règles qui sont dans le règlement intérieur, mais aussi dans la charte de la laïcité au sein du CHU, et avec une approche raisonnable, responsable. Dernier point qu'on se disait en préparant, on a aussi des soucis où on peut en avoir avec des clients. Donc on peut imaginer dans d'autres types de... juste une anecdote là-dessus pour montrer comment vous gérez ce genre de choses. Je ne sais pas à laquelle tu penses, pour être honnête. Ah non, mais je pense à rien, moi. On a des patients qui viennent avec des signes religieux. Oui. Ils ont le droit. C'est la grande différence, et c'est parfois la difficulté entre les salariés de l'hôpital et les usagers de l'hôpital. Le salarié de l'hôpital représente le service public. Le service public, il est neutre parce qu'en France, il est laïque. L'usager du service public, lui, il a le droit d'exprimer une opinion, à condition, et ça nous est arrivé de le faire de façon respectueuse par rapport aux autres et aux règles de fonctionnement du service. Donc on peut limiter cette expression si elle devient prosélyte ou si elle conduit à exiger des particularités dans la prise en charge. Là, par exemple, c'est un exemple qui est très connu, je ne veux pas que telle personne soit soignée par un homme ou par une femme, mais on connaît ça. Eh bien, nous, on peut tenir compte de situations particulières qui justifient d'entendre certaines choses, mais on ne peut pas entendre une exigence de cette nature si elle a un fondement, par définition, religieux ou en tout cas de discrimination. Merci beaucoup, c'était l'hôpital public. Alors, dernière entreprise, j'allais dire privée, oui, privée, Dalkia. Ensuite, on aura l'éducation et puis on aura la formation avant de conclure. Alors, Dalkia, c'est quoi aujourd'hui Dalkia ? Alors, Dalkia, on est une entreprise privée, on appartient au groupe EDF et on travaille dans les métiers de la transition énergétique. On accompagne nos clients, collectivités locales, entreprises, dans la transformation vers la décarbonation de leur consommation énergétique. On est sur le territoire nord-ouest, on est 2200 sur le territoire nord-ouest. Nord-ouest, c'est Hauts-de-France plus Normandie. À la maille nationale, on est un peu plus de 20 000. Parler de la neutralité chez Dalkia, en fait, nous, on est une entreprise très diverse. On recrute à peu près 450 salariés par an sur le territoire nord-ouest. Donc on a forcément toute origine qui nous rejoignent. Et en fait, l'intégration se fait de manière très naturelle sur les profils. Et on n'a pas dans notre règlement intérieur le principe de neutralité. Pour autant, on a très très peu de situations dans lesquelles on peut être confronté à des prises d'opinion, du prosélytisme ou autres situations. Nous, 90% de nos salariés, ce sont essentiellement des techniciens qui interviennent chez nos clients et ils sont en tenue vestimentaire, donc tenue Dalkia. Donc déjà, ça freine pas mal les signes ostentatoires. Et après, c'est plutôt sur le plan de la sécurité
qu'on a pu jouer sur les situations, parce que j'en ai rencontré une il y a quelques temps maintenant, une situation d'un salarié qu'on avait embauché et qui du jour au lendemain arrive très barbu. Et donc là, c'est compliqué parce que par rapport à ce qu'il était précédemment, et ça se passait très bien chez le client peut avoir un problème d'acceptation. Et en fait, sur le plan de la sécurité, ça posait un problème pour nous Dalkia parce qu'il ne pouvait plus porter tous ces équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI, et notamment les masques. Comment vous avez résolu le problème? Et donc en fait, c'est sur ce principe-là de l'hygiène et de la santé-sécurité que nous lui avons dit que ce n'était pas compatible avec l'exercice de ses missions, puisque porter le masque n'était plus du coup étanche avec hermétique avec sa barbe. Et dans ce contexte-là, il a bien voulu accepter de se raser. Sinon... Mais à tel point que du coup, on l'a mis après dans les contrats de travail en indiquant que du coup, il fallait absolument que dans le cadre des formations et de l'exercice de ses missions, il puisse porter parfaitement ces équipements de protection individuelle. Donc alors quel conseil vous avez envie de donner aux RH qui sont là, aux gens qui sont dans les PME ou autres, fort de votre exemple et peut-être d'autres choses d'ailleurs? C'est vraiment, en tout cas, communiquer beaucoup, et je pense que ça a été dit notamment par Toyota et mes prédécesseurs qui ont pris la parole, c'est communiquer avec les managers énormément sur finalement comment on arrive à gérer ces situations qui peuvent parfois être difficiles. Eux se sentent démunis, les accompagner, les former là-dessus. Et puis par rapport aux collaborateurs, c'est beaucoup être dans l'exemplarité. Finalement, quand une personne se retrouve isolée parce qu'elle est la seule à avoir des signes ostentatoires, ça peut être compliqué. Mais dès lors que l'on n'est pas en situation de santé-sécurité qui risque de poser un problème, nous, chez Dalkia, le fait que ça ne soit pas dans notre règlement intérieur, on ne peut pas l'interdire. Et on a, par exemple, des personnes qui sont dites en fonction support, qui ne sont pas au contact des clients et qui peuvent porter le voile. Et ça ne pose pas de problème, en tout cas chez nous, puisque ce n'est pas interdit dans notre règlement intérieur. Merci beaucoup. Il y a une question qui nous est arrivée. Bonjour. Elle s'adresse à qui? C'est pour tout le monde, plus ou moins. Voilà, vas-y. Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas familier avec le domaine, donc ça peut paraître bête la question que j'ai posée, mais c'est par rapport au syndicalisme. Au fond, qu'est-ce qui distingue tout ce que vous évoquez du syndicalisme? Parce que... je pense que vous avez une idée de réponse. C'est quoi la question, pardon? Est-ce qu'on aurait intérêt en fait à mettre sur le même pied le syndicalisme et tout ce qu'on évoque actuellement? D'accord. Est-ce que le syndicalisme peut être non neutre, c'est ça? C'est rarement neutre, je crois. Ouais, je sais pas. Vous avez la parole parce que vous vivez dans des entreprises. Est-ce que vous avez été confronté à des situations comme celle-là où c'est hors propos? Non, c'est une vraie question, mais l'engagement est un peu d'une nature différente. Le syndicaliste représente les salariés et il agit pour défendre et promouvoir leurs droits. Donc il a de ce fait, et en France la législation protège beaucoup l'exercice syndical, il a une forme de liberté d'expression plus importante que les salariés. Ce n'est pas la même chose que de faire du prosélytisme religieux, par exemple. Là, encore une fois, c'est vraiment deux domaines différents. Le syndicaliste, il agit pour défendre les personnels normalement. Après, il y a des limites, parce qu'il peut y avoir aussi des tendances au prosélytisme politique, par exemple, chez certains syndicats. Dans ce cas, on est obligé d'intervenir. Et bien sûr, un syndicat respecte un autre syndicat. Il y a une pluralité d'opinions syndicales. Respect, diversité, complément et de... Peut-être un tout petit complément. On le disait tout à l'heure, de toute façon, les syndicats, normalement, n'ont pas le droit d'aller sur le religieux et sur le politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'y vont jamais, mais on a quand même des moyens de les rappeler à l'ordre. Je crois que c'est tout à fait important. Après, tout à l'heure, on disait qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'embarquer les syndicats dans ce sujet est pour moi tout à fait essentiel.
la première fois, la réunion en CSE ou en réunion de DP, tout le monde s'entretue. C'est tout de suite la deuxième image de l'affaire Dreyfus. C'est même pas la première. C'est tout de suite. Et puis, avec le temps, tout le monde retrouve une certaine sérénité parce que chacun est conscient qu'il faut travailler au vivre ensemble. C'est exactement ce que tu disais à l'instant et ce qu'on disait. Donc vraiment important, le rôle des syndicats là-dedans, c'est beaucoup plus fort qu'on ne pourrait le penser a priori. Merci, c'est bien d'avoir posé la question. Alors, on va être... Oui, allez-y. Non, c'est bon, le micro marche, le micro fonctionne. Si je peux juste ajouter en une phrase, il y a un cadre légal qui est complètement différent puisque le syndicat, il y a une définition légale du syndicat, c'est la représentation des personnels, des intérêts des personnels et de la profession qu'ils représentent. Donc voilà les limites, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais une fois qu'on sort de ce cadre-là, on est dans l'abus de l'exercice syndical et donc il y a un certain nombre de moyens que vous avez rappelés. Merci beaucoup pour cet éclairage nouveau. Oui, allez-y madame, vous appuyez sur le bouton, vous dites qui vous êtes s'il vous plaît. Oui, bonjour, Emeraude Bensamoun, je suis directrice d'un organisme d'éducation permanente. Vous parliez des syndicats pour les embarquer sur cette question, mais je pense qu'il faut peut-être aussi redonner la place à des organismes de formation d'éducation permanente qui sont sur le territoire et touchent vraiment tous les publics, salariés que personnes en situation de difficulté sociale. Et ça, c'est intéressant. Enfin, voilà. Ouais, merci beaucoup d'apporter cet éclairage. Alors, on salue l'arrivée de Madame la rectrice de la région académique. On vous applaudit, Madame la rectrice, que vous courez de Paris pour venir. Juste un chiffre, parce qu'on va passer la parole au dernier intervenant, qui est justement, on l'a fait exprès, parce qu'on va voir s'il ne dit pas de bêtises. Pardon, non, la dernière avant la formation. Combien de collaborateurs dans l'éducation nationale en région? À peu près. Le nombre d'agents dans l'académie, 80 000. Disons, je n'ai pas le chiffre tout à fait par cœur pour la région. Donc ça veut dire le plus gros employeur de la région. 120 ou 130, oui, c'est le plus gros employeur de la région. L'éducation nationale, plus gros employeur en France, probablement en Europe aussi. Donc on a souhaité avoir une illustration dernière avant de passer la parole à la formation. Un patron de lycée pro à Hénin-Beaumont, lycée professionnel, qui tout à l'heure nous régalera, puisque les élèves sont avec nous et ils pourront aussi poser des questions s'ils le veulent. C'est quoi la neutralité? C'est quoi ce que l'on dit depuis tout à l'heure dans un lycée pro qui jumelle le lycée et l'entreprise dans lesquelles vont souvent la majorité des élèves? La neutralité, la laïcité dans un lycée, c'est très encadré. Hein. On a des lois, on a des textes, on a une charte de la laïcité qui est affichée dans tous les établissements et du coup, effectivement, on est protégé. Hein, par ces textes, et puis après l'application de ça au quotidien, c'est un règlement intérieur qui doit être le plus clair possible, et beaucoup de dialogue en fait. Hénin-Beaumont, 80% de population défavorisée, effectivement, en septembre, tous les ans, on accueille des jeunes qui essayent de surfer un peu avec ces règles-là. On peut parler d'abaya, alors pas de voile, pas trop, parce que ça, on n'est jamais trop embêté. Je pense que c'est bien ancré dans les pratiques. Et donc ça nécessite des rencontres avec des parents régulièrement, avec les élèves d'abord, avec les parents, la vie scolaire. Et puis, globalement, alors chez moi, c'est 1200 élèves, 400 apprentis. Donc voilà, une communauté de 1600 jeunes dans l'établissement. On a à recenser un cas difficile cette année. Voilà. C'est quoi un cas difficile? C'est un cas difficile, c'est une demoiselle qui a du mal à entendre effectivement de retirer son abaya et puis qui après va surfer avec la règle en mettant, alors clairement c'est religieux, hein, mais en mettant des habits qui ne sont pas tout à fait dans ce qu'on interdit, mais voilà, on est juste sur le bord de ligne et donc qui aurait tendance aussi à embarquer d'autres camarades de classe, donc c'est un peu le risque. Et donc c'est beaucoup de dialogue avec elle d'abord, avec ses parents ensuite. Si les parents sont avec nous, c'est facile. Si les parents sont à convaincre, des fois c'est un peu plus compliqué, mais voilà, un cas sur 1600, et on vit avec, hein, voilà, on est très vigilant avec cet élève-là. On a d'autres problématiques, ce sont les problématiques des stages. Et donc effectivement, quand l'élève va en stage, il garde son statut d'élève, ou en sortie scolaire, ou en voyage Erasmus, ou voilà, il garde son statut d'élève et d'apprenant, et du coup, il garde les règles du lycée. Un élève ne peut pas porter un signe ostentatoire ou un habit religieux dans une entreprise, même si l'entreprise l'autorise finalement. Alors là aussi,
beaucoup de pédagogie parce que voilà, l'élève doit comprendre qu'il est élève et qu'il doit respecter les règles du lycée. Alors, certains passent à travers les mailles du filet parce que l'entreprise accepte et puis les enseignants, on ne le voit pas. Mais effectivement, lorsque les enseignants voient ça, la réponse est claire. L'élève reste élève, donc il continue à respecter les règles du lycée. Merci pour cet éclairage. Vous voulez compléter ? Oui, merci beaucoup. Mais Monsieur le Professeur l'a très bien expliqué. Hein. Dans le cadre scolaire, d'abord, la réglementation elle est différente que dans ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des situations qui sont particulières à gérer, sans doute les plus difficiles pour les lycées professionnels. C'est la situation des élèves qui sont en période de formation en milieu professionnel, donc en stage, en entreprise, et qui gardent leur statut d'élève tout en étant en même temps insérés dans le milieu professionnel. En tout cas, peut-être ce que je peux partager comme message, c'est que dans le cadre scolaire, il y a une réglementation claire, il y a des formations, des sensibilisations à l'ensemble de nos personnels. Et vous m'avez demandé le chiffre des personnels de l'Académie de Lille, mais c'est vrai tout autant dans l'Académie d'Amiens et donc pour l'ensemble de la région, 100% de nos personnels sont formés à la laïcité. C'est 3 demi-journées de formation, c'est quand même important. Et donc, ils sont à la fois sensibilisés, formés, pour pouvoir réagir face à toute situation qui peut survenir finalement, d'atteinte aux valeurs de la République d'une manière générale, et puis aussi d'atteinte à la laïcité. Et les proviseurs, les équipes de vie scolaire ont des formations spécifiques, renforcées, bien sûr, sur ces questions-là. Donc, le cadre réglementaire clair, la formation, des équipes en soutien, des ressources pédagogiques, des guides aussi. Et je pense que quand un règlement intérieur, un guide a été élaboré, et on peut imaginer le projeter dans le cadre de l'entreprise, si les messages sont clairs et les cadres sont clairs, c'est aussi plus facile. Et au-delà de cela, il faut que le message soit clair. Et à propos du port des abayas, vous vous souvenez tous de la polémique qu'il y a eu à ce sujet. Quand le ministre a eu un message clair, l'attention est retombée sur ce sujet-là, hein, mais est retombée dans les établissements. Ça a pris un petit peu de temps, mais elle est retombée dans les établissements. On a eu beaucoup moins, et maintenant très peu, de port de l'abaya dans le cadre scolaire, parce que le message politique a été clair. Merci beaucoup pour cet éclairage. On peut l'applaudir, je crois. Alors ça tombe bien, pour terminer la table ronde, on parle de formation des enseignants, des gens qui sont autour des élèves. Alors, je suis en entreprise, j'ai une petite boîte, je suis un peu démuni. Comment je peux me prémunir? Il paraît qu'il existe des formations, je l'ai découvert à 70 balais il y a 15 jours. Il y a très peu de formations pour les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de choses de faites pour les grandes entreprises, les TPE, PME. J'ai trouvé 4 formations uniquement. Et c'est quoi ces types de formations, s'il vous plaît? C'est des formations autour de la loi, mais il y a très peu de choses pour accompagner le manager. Il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il bidouille. Et ça crée véritablement un malaise. Il développe une vulnérabilité et s'il ne sait pas gérer ses émotions, s'il ne travaille pas la confiance en soi, s'il ne travaille pas une communication efficace, ça peut créer une rupture avec le collaborateur, ça peut créer un mal-être chez le manager. Parce que vous savez, dans les TPE-PME, il n'y a pas de service DRH. Ils n'ont pas pris l'adhésion à l'association DRH qui coûte 600 € par mois. Quand on est TPE-PME, on n'a pas les moyens, on s'inscrit au syndicat de notre profession, mais c'est tout. Alors, c'est vrai que là, moi, je suis un petit peu mal à l'aise parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais il n'y a pas de règlement intérieur dans les petites et moyennes entreprises. Ils font avec. Et même s'ils ont un règlement intérieur, s'il y a un prud'homme, ils le perdront. Alors, s'il vous plaît, quel conseil vous allez donner aux gens? Parce que sinon, ils vont partir et on se sauve. Hein. Oui, vous terminez par moi. Mais il faut être réaliste. Donc, oui, il faut vraiment faire quelque chose pour la formation. Donc, moi, j'ai constaté
un problème depuis les années 2010 dans les entreprises. Moi, j'ai été confrontée à des problèmes en tant qu'organisme de formation quand j'animais une formation dans une entreprise de transport. Et lorsque j'ai commencé à parler des temps de pause, on est venu me voir en me disant « Vous pouvez organiser les temps de pause pendant les temps de prière ?» Je lui ai dit non. Moi, je respecte l'horloge biologique des stagiaires et la mienne également. Et puis le rythme de la formation. Donc les temps de pause, c'est toutes les heures et demie. Alors c'est vrai que nous, organismes de formation, on est obligés d'avoir un règlement intérieur. Donc le soir même, j'ai modifié mon règlement intérieur et je n'ai pas dit neutralité ou quoi que ce soit, j'ai juste indiqué temps de pause toutes les heures et demie. C'est-à-dire qu'il faut être créatif. Alors moi, ce que je propose, c'est vrai, je n'ai plus mon organisme de formation, donc je ne fais pas de promo de mon organisme. Je viens tout juste de le fermer. Ce que je proposais, c'est un module à l'intérieur des formations management, un module autour de 4 axes. Un, déjà être au clair sur le vocabulaire, laïcité, discrimination, prosélytisme, etc. Ensuite, travailler sur des cas pratiques. Qu'est-ce qu'il y a comme loi pour les petites et moyennes entreprises, avec des exemples. Et moi, j'utilisais un document qui est extrêmement bien fait du ministère, qui est très confidentiel, mais je le communiquais de toute façon aux stagiaires pour qu'il ne soit plus confidentiel. Et j'ai travaillé aussi avec un document élaboré par le MEDEF qui est très très bien fait. On pourra le transmettre tout à l'heure. Absolument, absolument. La question que se pose tout le monde, à qui on s'adresse si on a ce souci-là, on peut vous appeler et vous allez les guider vers un organisme? Oui, et puis le laboratoire de la République, je pense qu'on va monter quelque chose également pour accompagner les TPE et les PME. C'est ça qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de véritablement cadré, mais que par contre, on peut faire du sur-mesure et que vous êtes en aptitude de proposer des numéros de téléphone ou autre là-dessus. Alors, il y avait une question qui est venue. Vous allez continuer, madame. Il y a une question de M. Beauchamp, qui fut grand patron d'entreprise, aujourd'hui conseiller régional. Oui, ce n'est pas une question à madame proprement dit, c'est une réaction. Donc tu veux que je la fasse maintenant? Tu peux faire maintenant. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé et qui me paraît essentiel, c'est que la neutralité, elle se crée par la mixité. La mixité régule la neutralité. Et là où on a les problèmes, c'est quand dans une entreprise privée, dans un secteur, il n'y a plus de mixité. On l'a très bien vu, je vais vous donner des exemples qui vous parlent. L'aéroport de Paris, les gens qui traitent nos bagages, il n'y a plus de mixité. Ça devient le royaume d'une origine et le royaume d'une religion. C'est là où ça pose un problème. Moi, je voulais aussi aborder quelque chose avec mon ami Marc Tellier et la rectrice. Il y a aussi des lycées, j'en connais, où il n'y a plus de mixité. C'est-à-dire, il n'y a dans des classes que des gens, je vais être très clair, d'origine maghrébine ou africaine. Il n'y a plus de gens d'origine, vous m'avez compris, excusez-moi du terme qui est difficile à dire, d'origine historique française. Vous m'avez tous compris. C'est cette non-mixité. Si vous voulez des noms, je vous en donnerai de lycées de notre territoire et de l'île Sud. C'est cette non-mixité qui crée la non-neutralité. Et cette non-mixité, d'ailleurs, elle est tout aussi handicapante pour les gens qui sont dans ces formations. C'est-à-dire que c'est eux qui sont aussi enfermés dans quelque chose de spécial. Donc moi, je trouve que vraiment, le sujet dont il faut parler aussi, excusez-moi si je me suis mal exprimé sur le sujet des lycées, mais c'est la réalité dans certains territoires, c'est la réalité. Vous voulez un exemple? Moi, j'ai un ami qui est professeur dans un lycée technique, il a 3 classes. Voilà, l'exemple que je vous ai donné d'origine maghrébine ou africaine. Bien, et ça n'est pas rendre service à ceux qui sont dans ces classes. Je pense qu'il y avait donc mixité égale neutralité, neutralité égale mixité. Merci. Madame, vous voulez peut-être répondre là-dessus aussi? Non, parce que
Là, on parle encore de l'éducation et moi, je voulais vraiment revenir sur les TPE, PME. Je suis désolée parce que c'est quelque chose de très important. Ce que j'avais aussi créé comme outil, en dehors de travailler, parce qu'il y avait un module sur comment je gère mes émotions avec l'intelligence émotionnelle, comment je développe une communication efficace avec la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et le dernier point de ces formations que je proposais, j'avais monté un groupe Facebook privé que je nourrissais très très régulièrement avec des liens hypertextes, avec des témoignages, avec des vidéos, avec des conseils de lecture. Parce qu'au départ, je voulais créer un guide avec classique, un livre. Mais à la fin du livre, dès le premier jour de la distribution, il est déjà obsolète. Donc j'avais pris la décision de faire quelque chose en ligne, donc avec un Facebook privé, et vraiment, je le nourrissais constamment, plus un groupe WhatsApp avec tous les stagiaires de TPE et de PME, parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de communiquer. Il y a un grand moment de solitude chez ces personnes-là. Alors, quel conseil vous donnez aux PME, Marie-Claude? Formez vos collaborateurs, il y a encore des petits budgets, donc utilisez, et il y a quelques organismes de formation qui le font, et le laboratoire de la République, je pense qu'on va monter quelque chose qui vous aidera. Merci Marie-Claude. Alors, bonsoir, j'avais une question aussi. il y a une question dans la salle, mais on ne va pas éluder la question de Philippe Beauchamp. Vous n'avez pas mis le micro, ah si. Je voulais faire part de mon malaise. Oui. Il y a des propos qui m'horripilent, donc je tiens à le dire. J'ai le sentiment, et d'entrée de jeu, on a abordé les attentats de 2015, on aborde souvent la baya, on parle de voile, on parle même de mosquée. Là, monsieur, ce que vous venez de dire, déjà, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi, à l'aéroport d'Orly, il n'y a que des personnes issues d'immigration ou africaines qui veulent y aller ou pas y aller. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on donne aussi aux personnes issues de l'immigration, alors qu'on ne devrait pas parler de personnes issues d'immigration, puisqu'on en est à la 4e ou la 5e, je ne sais plus où on en est. J'ai quand même, je vais nuancer mon propos, il y a des messages d'espoir quand on a parlé de diversité, et c'est ça moi que j'ai envie d'entendre. Quel message on envoie à la jeunesse? Regardez l'assistance, elle est colorée. Si on a de cesse de dire ah ben ouais, tu t'appelles Mohamed, moi je m'appelle Malika, hein, et je suis très fière de m'appeler Malika, t'as aucun avenir, et c'est vrai. Il suffit de regarder aussi les postes à faible responsabilité, catégorie C, enfin non, je ne vais pas dire catégorie, mais de manière générale, quelles sont les personnes aux postes à responsabilité? Elles ne sont pas légion. Donc moi je dis stop, surtout avec le rapport là, qui est en train de sortir avec le rapport d'aujourd'hui, là, moi qui me fait très très peur, j'ai vraiment peur qu'on stigmatise une population, et ça peut être très dangereux. Donc voilà, moi je dis stop, on est là, on restera, faisons en sorte de vivre ensemble le mieux possible. Il y a aussi des talents partout, même à l'île Sud, Merci Malika. Alors le patron du CHR qui vit la diversité tous les jours dans son établissement, non pas une réponse mais peut-être un éclairage. Je vais certainement pas me risquer à aller complètement sur ce terrain, puisque dans mon métier on ne fait pas de politique en plus, hein, vous savez, on a des opinions mais on ne les exprime pas publiquement. Mais je voudrais dire deux choses rapidement. La première, c'est que je crois on a été plusieurs à le faire et on a pris soin de parler de plusieurs phénomènes religieux et plusieurs signes religieux, il faut le dire, hein, quand on parle de signes religieux qu'on ne doit pas montrer de manière ostentatoire à l'hôpital, et je pense que c'est le cas dans les entreprises qui se sont exprimées, les illustrations, c'est tous les signes. Oui. Et une croix, une étoile de David, etc., sont des signes. Voilà. Et ces signes-là ne sont pas autorisés. Donc ça revient au principe républicain de départ. Hein. La laïcité, c'est ça. Et deuxième exemple, pour faire une petite digression, et vous dire que la diversité, c'est plusieurs sujets.
moi, j'ai le grand honneur de diriger un établissement avec, je vous l'ai dit, 17 000 salariés, 70% de femmes. Bon, à l'époque où il n'y avait que des hommes à la direction ou dans toutes les fonctions de responsabilité médicale, il fut un temps où personne ne trouvait ça anormal. Et c'était d'ailleurs assez peu multicolore. Mais on ne trouvait pas ça anormal. Aujourd'hui, on a des organisations qui sont paritaires en grande partie, dans bien des cas, avec des responsabilités qui changent, qui évoluent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est porté par la société et par le corps social même de l'établissement. Donc la mixité, elle se construit un peu avec le temps, si justement on tient ferme sur les principes républicains qui sont ceux qui ont été évoqués ici. C'est-à-dire on doit respecter tout le monde, on doit éviter la discrimination. Merci, Monsieur Boiron. Bonsoir. Alors, attendez, il y a une prise de parole au fond. Allez-y, monsieur. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Alors, je suis étudiant en master de droit public à la Cato de Lille et justement, donc l'intervention de monsieur le directeur général du CHU m'a beaucoup intéressé par rapport au fait qu'il y ait des personnes, des religieux qui soient salariés pour répondre aux attentes des usagers dans le besoin. Je pense que c'est lié à l'adaptabilité du service public, justement, par rapport aux demandes des usagers, je suppose. Et quelle serait la réponse si, admettons, bon, je prends un cas un peu extrême, une personne liée à un culte dit minoritaire venait à l'hôpital et aurait donc besoin justement de recourir à un religieux. Comment est-ce que vous répondriez à ce genre de problématique? Ça peut être à l'hôpital, ça peut être aussi dans une entreprise. On le voit beaucoup moins parce qu'effectivement, quand on est en grande souffrance physique, c'est là qu'on en a besoin, mais ça peut arriver chez Toyota ou ailleurs. Hein. Mais il est vrai qu'à l'hôpital, on vient naître et on vient mourir souvent aujourd'hui. Hein. C'est avec tout ce qui se passe entre-temps. Donc la joie de la guérison est fréquente, mais la douleur associée à des prises en charge difficiles est fréquente aussi. Donc la douleur des proches. Donc il y a ce droit qui est fixé parmi les exceptions de la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État à l'époque, donc du culte et de l'État. Et elle fixe cette exception pour l'hôpital, mais aussi l'armée et les prisons. Voilà, on peut salarier des représentants de culte dans ce cadre-là, parce que, évidemment, les usagers sont contraints par leur situation de prise en charge. Deux, si quelqu'un se prévaut d'un culte ultra-minoritaire, alors je ne veux pas faire d'exemple rigolo, parce que ça pourrait être désobligeant pour quelqu'un dans la salle, on ne sait jamais, mais enfin, des cultes minoritaires, il en existe, qui sont parfois pas piqués des hannetons. Hein. Évidemment, dans ce cas-là, on dit, donnez-nous des coordonnées d'un représentant de ce culte qui pourrait venir auprès de vous, mais il ne sera pas salarié. Là, on parle quand même de, disons, des principaux cultes représentés majoritairement, qui sont d'ailleurs, la demande le plus souvent, c'est le monde chrétien et le monde musulman. C'est ça le plus fréquent, et d'abord chrétien d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. J'allais juste te dire, compléter ce que tu disais. Il y a d'autres secteurs, et tu l'as dit très vite, il y a les armées, il y a les aumôniers des armées, il y a le grand rabbin de France qui est en même temps des rabbins de l'école polytechnique. M. Lustiger a été quand même, avant d'être cardinal de Paris, était aumônier des universités de Paris. Donc c'est très classique. Donc c'est pas quelque chose de totalement surprenant. Merci beaucoup. En tout cas, oui, allez-y, madame. Qui êtes-vous, madame ? Alors moi je suis enseignante à la base, j'ai très liée à l'entreprise aussi parce que très liée à l'entreprise dans le Nord et j'ai arrêté j'ai pris ma retraite juste avant le Covid et j'ai profité du Covid justement pour travailler sur l'école républicaine. J'ai été élevée à l'école de la République et j'ai enseigné. J'ai épousé quelqu'un du Nord, on est arrivé dans le Nord. C'est vrai que j'ai été nommée à Tourcoing dans un lycée technologique. Alors, pour répondre à ce que Philippe Beauchamp disait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus justement, et moi qui ai grandi dans un lycée très mixte au niveau social, et je ne parle même pas racial, mais social, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai problème de ghetto, un petit peu avec la carte scolaire, mais je crois aussi qu'il y a des démarches qui commencent à être faites, notamment des expériences à Paris, où on essaie justement de mélanger les classes, et les parents sont assez réfractaires, c'est pas très simple.
mais je pense que l'éducation nationale commence à essayer de retravailler cette mixité sociale pour permettre l'ascenseur social des jeunes. Merci de votre éclairage, madame, qui est courageux aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas blanc et noir et que ce n'est pas facile, mais en tout cas, j'ai entendu la diversité, la mixité, certainement la solution, et le yaka faucon n'existe pas. Oui. Ah pardon, je vous en prie, monsieur. Bonsoir, simplement 2 petites secondes pour rebondir à la fois sur les propos de Charles. Monsieur, qui êtes-vous, monsieur? Ismaël Bouchaba, je suis de Roubaix, voilà, étudiant en sciences politiques. Étudiant en sciences politiques. Pour rebondir sur les propos à la fois de Charles, de madame l'enseignante et de Malika, ou Fatima, je ne sais plus, on s'est déjà vu au Césaire. Malika, fais gaffe. Malika. Non, simplement pour dire qu'en fait, je pense que les personnes qui souffrent en premier de la laïcité, enfin, de la non-mixité, pardon, c'est les élèves. Nous, on le voit à Roubaix. Enfin, je veux dire, c'est vrai ce que tu dis. Il y a des problèmes de ghettoisation. On concentre des personnes aux mêmes endroits, et au final, après, on se rend compte qu'il y a des soucis à la fois d'intégration. Alors oui, c'est vrai. On est à la 4e génération d'immigrés. Donc moi, je suis français. J'ai pas d'intégration à faire. Moi, quand on parle d'intégration ou d'assimilation, je me sens gêné. Surtout comme petit-fils d'Arki, quand mes grands-parents sont morts pour le sang, pour la France. Donc oui, je veux simplement 2 secondes pour rebondir et dire que le facteur de la souffrance première, c'est les élèves. Donc je pense que c'est aussi à l'État et au Conseil régional, puisqu'on est ici ce soir, de nous entendre là-dessus. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, au fond, il y a 2 étudiants qui veulent prendre la parole aussi. Si vous voulez vous présenter... Oui, madame d'abord, ou... S'il vous plaît, vous battez pas mon... Après, on va manger. Merci. Oui. Oui, bonjour, je tiens à vous remercier pour cette conférence très instructive. Donc, oui, je suis Alicia Reski, élève attachée au sein de l'IRA de Lille. Et j'avais une question concernant, bien sûr, les formations qu'on pouvait donner aux agents ou bien sûr, aux salariés. Donc, je voulais juste prendre l'exemple, j'ai été en service civique au sein de la préfecture du Nord. Et nous avions 2 formations obligatoires pour pouvoir obtenir le diplôme de service civique, qui était la formation laïcité et république, et également la formation diversité, handicap et inclusion. Cette formation était très pratique, puisqu'on a pu avoir des mises en situation, notamment professionnelles, et je voulais savoir si on pouvait généraliser ça au niveau des entreprises et des structures publiques, ou est-ce que ça a déjà été fait. Merci. Je vais répondre. Sur le sujet de la diversité... C'est la DRH de la Caisse d'épargne qui répond. Sur le sujet de la diversité, alors bon, il y a déjà la loi qui nous encadre sur toutes les dispositions d'égalité. Après, on est confronté à une problématique parce que la diversité, c'est effectivement très important. Et moi, je crois que le vivre ensemble, et d'ailleurs vous avez raison, c'est dans la mixité qu'on travaille le vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est quand il n'y en a pas qu'on a toujours une problématique. Ça, c'est clair. Et donc je crois que par rapport à ça, effectivement, il faut qu'on travaille à des programmes. Nous, on a des programmes de formation spécifiques sur le sujet, mais c'est surtout comment on crée des rôles modèles dans les entreprises. C'est quand on a des rôles modèles dans les entreprises avec des personnes qui ont des postes à responsabilité et qui incarnent cette mixité, que derrière, on incarne le mieux le vivre ensemble. Et ça, c'est très important. Alors, si on prend mon cas, moi, par exemple, je suis la 3e génération. Voilà. Moi, mon grand-père, il s'appelait Mohamed. Donc, voilà. Donc, ça se voit pas forcément, hein, parce que ma blondeur ne le caractérise pas. Mais en tout cas, moi, je suis de la 3e génération. Je crois que les rôles modèles, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, la visibilité. Et c'est de ça c'est de cette valeur-là, plus qu'un programme de formation. Merci beaucoup. C'était Peggy Brionne. Un autre étudiant de l'IRA, c'est ça? C'est ça, bonjour, Vladimir Sobocinski, donc voilà, nom à consonance, 2e génération d'immigrés. J'avais une petite question parce que, donc, Madame la rectrice, Monsieur le proviseur, vous avez évoqué la nécessité d'un dialogue, et je trouve que dans le milieu scolaire, plus que partout ailleurs, la neutralité, elle a le même objectif que l'éducation nationale, c'est former les citoyens pour qu'ils puissent s'élever. Mais pour avoir travaillé au sein d'un établissement pro et techno, le dialogue entre les élèves et leurs professeurs et l'équipe de direction, parfois aussi, il est souvent rompu, et pas tant d'un point de vue confessionnel et générationnel, mais aussi citoyen et humain. Donc la question que j'avais envie de vous poser, après une petite remarque, c'est que j'avais peur que mettre la lumière sur le seul aspect religieux de la neutralité ne permet pas de prendre la pleine mesure du sujet, et dans le secteur public tout du moins. Alors ma question, c'était quelles solutions concrètes serait-il possible de mettre en œuvre pour nous, agents publics, pour favoriser cette construction citoyenne et ce dialogue dans nos services?
Vous voulez vous pouvez l'applaudir, elle est courageux ces questions. On avait dit que cette conférence était tout sauf des langues de bois. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment bien qu'on est sur de la mixité, sur de la diversité, de l'intégration, et que effectivement toute la palette de la société, et Madame la rectrice a le doigt sur le bouton qui allume le micro. Oui, merci, j'ai bien fait de venir. Non, écoutez, d'abord, c'est vrai que je suis ravie de vous avoir rejoint, et je vais vous indiquer que si je suis arrivée plus tard, c'est parce que je participais à une cérémonie importante qui concerne finalement l'éducation, le vivre ensemble, le respect de l'autre, le respect des différences aussi, puisqu'il s'agissait de la remise du prix non au harcèlement. Alors, je rentre en matière pour répondre à votre question, parce que dans le cadre scolaire, évidemment, ce que nous avons à transmettre aux élèves, c'est les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. C'est fraternité aussi, c'est aussi se vivre ensemble, ce respect de l'autre, ce respect des différences, filles, garçons, quelle que soit son origine, quel que soit son quartier, quelle que soit l'histoire de sa famille, son histoire personnelle. Et dans le cadre scolaire, ça passe beaucoup par le dialogue. Donc le proviseur avait raison de souligner ça. Le dialogue avec les élèves, le respect aussi de leur engagement. Quand je vois qu'il y a des jeunes femmes qui suivent un service civique ici, je m'en réjouis. Et nous encourageons l'engagement des élèves aussi dans ce cadre scolaire. Il n'y a rien de mieux que des projets collectifs autour des valeurs de la République, autour du travail de mémoire, autour aussi finalement de tout cela pour que ça fonctionne. Et très sincèrement, l'éducation nationale a énormément transformé ses pratiques, à la fois ses projets positifs, mais aussi sa capacité à réagir quand il y a des problèmes. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Bien sûr, on forme, on sensibilise l'ensemble et on forme l'ensemble des enseignants, l'ensemble de tous les personnels, même, y compris d'ailleurs ceux des collectivités locales lorsqu'elles le souhaitent, qui travaillent dans le cadre scolaire, pour porter ces valeurs de la République, mais aussi pour les incarner, ces valeurs de la République, aussi pour les incarner, c'est important. Et donc, je crois que le dialogue, il va mieux, si je puis dire. Voilà, il va mieux grâce à ces projets, grâce à cette organisation et grâce à l'engagement des jeunes aussi dans les comités de vie lycéenne, dans toutes les propositions qu'on peut leur faire, jusqu'au service civique ou d'autres formes. Merci beaucoup, Madame la rectrice, pour votre apport. Je propose à Michel Lalande de me rejoindre. Là, vous allez applaudir l'ancien préfet de la République qui était chez nous. Et pendant qu'il arrive, je demande à Monsieur Danel, qui est patron de France Travail. France Travail, c'est 5000 collaborateurs qui n'ont comme volonté que d'abord d'indemniser ceux qui sont au chômage et qui espèrent bien en s'en tirer vite fait. Et deuxième chose, effectivement, aider les gens au boulot. Est-ce que vous avez tout entendu? Tu as tout entendu? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à cela? Déjà, merci. Merci d'avoir organisé cette conférence. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Ces sujets qui sont sensibles, on le voit, nécessitent d'être évoqués en toute transparence. Et si je prends notre situation, je ne vais pas représenter France Travail, nous sommes dans la situation à peu près équivalente du CHU. Voilà, donc vous l'avez en tête, voilà, on est dans cette situation-là, en termes d'encadrement. Pour moi, ce qui est vraiment important, et ce que j'ai entendu, et ce que nous avons mis en place au sein d'Aix Pôle emploi et de France Travail, c'est vraiment un accompagnement de nos salariés. Si je prends simplement les Hauts-de-France, il y a 700 000 personnes que nous accompagnons. Au moment où on se parle, il y a 700 000 personnes qui sont inscrites à France Travail en Hauts-de-France. Nous sommes 5500, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Il y a 2 millions d'entretiens qu'on réalise au quotidien, enfin pardon, pas au quotidien, 2 millions d'entretiens qu'on réalise chaque année et qui sont donc assurés au quotidien par les équipes. Ça ferait beaucoup. Un petit peu, ouais. Mais donc 2 millions de contacts. On imagine les situations, elles ne sont pas toutes complexes, mais évidemment qu'on se retrouve régulièrement devant des situations compliquées. Pour encadrer tout ça, et puis j'en terminerai avec ce message, et pour moi c'est ce que je retiens, il nous faut un cadre.
Le cadre, il a été rappelé, il est historique. Il nous faut un cadre dans l'entreprise, c'est un règlement intérieur. On a l'article 10 du règlement intérieur de France Travail qui est très clair sur la laïcité et la neutralité. On a ensuite intérêt à mettre en place, on a parlé d'exemples, et je pense que, comme pour d'autres sujets, c'est important d'avoir des illustrations, d'illustrer par l'exemple. On a un guide qu'on a mis en place pour l'ensemble des salariés, avec des fiches pratiques qui s'adressent aux managers, aux salariés, mais d'autres qui s'adressent aussi aux prestataires, qui travaillent pour nous et qui nous représentent, et donc qui ont également des obligations. On forme l'ensemble des salariés. Dans la formation, quand on entre à France Travail, vous avez aussi tout un volet, tout un module sur ces sujets-là. On a également des formations spécifiques en e-learning qui nous permettent de sensibiliser. Donc je pense qu'on a intérêt, quelque part, à démystifier le sujet, en parler en toute transparence comme on l'a fait ce soir, et le faire au quotidien, et bien écouter et épauler nos équipes. Merci. Frédéric Danel, France Travail. Merci. Monsieur Lalonde, si vous voulez bien. Si. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ça. Moi, je voulais remercier l'administration, la DRETS, garant des règlements. Et vous avez eu les règlements aujourd'hui, madame, sur la formation. Et un peu démunis, mais on peut avoir accès à vous pour essayer d'avancer. Monsieur le patron de la plus belle usine de production de voitures de France, ça se passe chez nous, d'Europe, hein, ça se passe chez nous dans les Hauts-de-France. Monsieur le directeur du CHU, les responsables et les directeurs de banques coopératives, madame la directrice des ressources humaines de Dalkia, et puis l'emblématique, tellement emblématique qu'il va se tirer bientôt, patron d'un lycée professionnel à Ruissonnais. Madame la rectrice, merci d'être avec nous pour cette clôture d'événements. Je vais laisser la parole à Michel Lalonde, mais fondamentalement, aujourd'hui, on n'a pas fait un truc pour que ça se termine. On a eu des prises de parole très fortes des uns et des autres, et en se respectant les uns des autres, en tenant compte de situations complexes. On voudrait démarrer un groupe de travail autour de ça. Je vois des toutes petites PME, je vois la grosse entreprise Le Safre qui est représentée, hein, c'est 1000 personnes à 4 km d'ici qui travaillent. On est tous confrontés aujourd'hui, vous le serez tous demain matin encore plus. On vous propose d'avoir un petit think tank autour de tout ça, un petit groupe qui réfléchira, qui va continuer à avancer. Mais j'en ai déjà trop dit. Michel Lalonde. Mais écoute, merci Philippe. En vous écoutant tous, d'abord j'avais de l'émotion parce que je repensais à mes enseignants, je repensais à l'IRA de Lille. Ah ouais. J'ai été aussi à l'élève à l'IRA de Lille, vous n'étiez pas nés ni les uns ni les autres. Mais, et puis je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné dans ma vie professionnelle. Et pourquoi ce souvenir? Tout simplement parce qu'il y a des mots qui m'ont guéri de bien des mots. Il y a deux mots qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup. Celui de l'émancipation, sinon je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait, et d'autre part, celui du vivre ensemble. Et ces deux mots vont parfaitement ensemble, car s'émanciper, ça veut dire croire aux valeurs de la République, celles que l'on nous a enseignées, mais celles que nous-mêmes, sur un plan individuel, on doit aussi projeter, respecter, faire vivre, alimenter, enrichir, pratiquer. J'emploie ce terme au risque de vous provoquer. On doit être des pratiquants des valeurs de la République. Et ces valeurs ne sont pas des valeurs qui sont nécessairement éternelles. Quand on voit ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Europe de l'Ouest, on peut tout de même s'interroger. Et c'est pourquoi les uns et les autres, quels qu'on soit dans cet amphithéâtre, qu'on soit jeune fonctionnaire, qu'on soit élève d'un lycée professionnel ou qu'on soit président d'un groupe bancaire, on a tous les jours à réfléchir, à méditer, à enrichir par sa propre réflexion, par son propre engagement. Ce que signifie tout simplement la laïcité, la liberté, la fraternité, l'égalité, sans lesquelles de toute façon ces termes ne matchent pas ensemble. Et se souvenir que si ces mots, la République,
les a inscrites dans ces valeurs, c'est parce qu'elles étaient la condition de l'émancipation d'un peuple, bien sûr, mais de chacun des composants de ce peuple. Et on peut être fils, petit-fils, arrière-petite-fille, ce qu'on veut, de qui qu'on veut, on n'est jamais libre si on n'est pas capable de s'affranchir soi-même des limites que, consciemment ou inconsciemment, la société nous assigne. Et ça, je pense que c'est la meilleure réponse que l'on peut apporter à tous celles et tous ceux qui veulent, consciemment ou inconsciemment, nous inscrire dans des déterminismes sociaux dont la République nous a fait la promesse que nous pourrions nous en affranchir. La deuxième valeur, enfin le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est sur le vivre ensemble. Vous l'avez parfaitement dit, Président. Mais je pense que plus que jamais, cette expression doit être mise au centre de nos débats. Il n'y a pas de vivre ensemble s'il n'y a pas le respect des individus tels qu'ils se présentent, mais s'il n'y a pas par les individus le respect des règles du vivre ensemble. Je suis désolé, quand on se livre à des prosélytismes de quelque nature qu'ils soient, qu'on ne vienne pas nous parler de vivre ensemble. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, quand on dit j'appartiens à une génération, c'est qu'on se sent vieux. Et je me sens encore jeune, figurez-vous. Mais j'appartiens néanmoins à une génération de fonctionnaires où se taire était la règle. Je me souviens avoir été confronté un nombre de fois incalculable à des situations de violation des principes de neutralité dans le service public. Et les instructions, c'était « tais-toi, pas de vague ». Pas de vague. Je ne sais jamais s'il y a eu un raz-de-marée parce qu'on signalait que tel individu ou telle femme arborait telle attitude ou avait tel comportement totalement incompatible avec les valeurs de la République. C'était il y a 25 ans. Se taire était la règle. Je pense, et ce débat en est l'illustration, aujourd'hui on est nombreux, et de plus en plus nombreux, à considérer que rompre le silence, c'est réaffirmer les valeurs de la République. Et c'est ce que j'ai fait pour ma part depuis de très nombreuses années, même si ça déplaisait à telle ou telle autorité ministérielle. J'en avais rien à foutre. Voilà. Et c'était un terme que j'employais déjà quand j'étais, paraît-il, lié par une obligation de réserve. Certains d'entre vous en étaient témoins quand il était en exercice. C'était peut-être des mots encore plus violents que j'utilisais. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, je veux dire. Il faut déjà s'armer soi-même. Armez-vous les uns et les autres, non pas pour pratiquer des choses qui sont contraires au code pénal, non, au code du travail aussi, mon cher directeur, mais armez-vous pour tout simplement, d'abord, assumer ce que vous êtes et continuer d'être, allez, je vais le dire, les moines soldats des valeurs de la République. Il reste tout de même un point qui est absolument central, qui est le point de la formation. Le terme formation, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, intervenant comme centre de formation. Merci de lever la main. Je ne faisais pas de vente, hein. C'est une association loi 1901 d'intérêt général. C'était très bien que vous signaliez que dans le monde associatif, il y a des gens qui s'engagent, et je vous en félicite. Mais il y a aussi des opérateurs privés qui sont payés pour s'engager. Je pense aux OPCO en particulier, aux opérateurs de compétences dans le secteur privé, aux branches professionnelles, aux organismes consulaires. On pourrait multiplier la liste, dont le métier, c'est précisément de venir en aide aux entrepreneurs. Et je pense aussi aux organismes professionnels, aux écoles. Je veux saluer le directeur de l'IRA de Lille qui est là. Je pense bien sûr au système de formation de l'éducation nationale qui joue aussi un rôle très important. C'est aussi à tous ces organismes-là de venir en soutien des grandes entreprises. Elles n'ont pas tellement besoin de ça. Elles ont des DRH, elles ont des personnels professionnels qui sont très compétents. Mais je pense aux petites entreprises, même aux entreprises de 50 salariés. Je pense à vos sous-traitants. Dans quelle mesure, je pense aux sous-traitants même de l'hôpital, à tous ceux que tu fais travailler, je pense comment tous ces gens-là, on arrive à leur rendre accessibles justement les formations qui leur permettent de pouvoir faire face à des situations qui, quand on est isolé, ça l'a été très bien dit tout à l'heure, peuvent être
également perturbantes. Je pense aux maires des petites communes, je pense même aux responsables administratifs de petites structures qui peuvent se retrouver effectivement en difficulté. Et c'est pour ça que cette conversation qu'on a eue cet après-midi, je vous remercie tous d'être quand même venus assez nombreux, elle a un mérite, c'est d'ouvrir un débat ici sur la place du Nord. Il y en aura d'autres dans d'autres endroits en France, je peux vous le dire, mais elle appelle une suite. Et la suite, c'est la construction d'outils qui doivent vous permettre aux uns et aux autres, en tout cas, de pouvoir vous armer face à une situation que l'on connaît tous, qui peut-être de la provoque, comme on disait autrefois, ou qui peut être tout simplement l'expression d'une forme de prosélytisme à l'endroit duquel il faut être absolument intransigeant, compte tenu des conséquences que cela peut avoir sur précisément le vivre ensemble. Ce que nous vivons dans le reste du monde est suffisamment grave pour que nous soyons lucides sur ce qui peut toucher notre pays. Et je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Les bénévoles du laboratoire de la République, vous pouvez les applaudir parce que je les ennuie depuis quelques mois. Ils sont bénévoles au laboratoire de la République. C'est grâce à eux qu'on a fait ça. Je vois aussi d'autres entreprises qui sont présentes. Il y a la Cato qui est là. Il y a AG2R La Mondiale. Il y a les EPID qui sont là. Les EPID, s'il y a un lieu de laïcité remarquable dans ce pays, il y a même la Banque de France qui est là et plein d'autres. Vous pouvez applaudir tous ces gens qui nous ont permis de réaliser ça. Et à l'invitation de l'Éducation nationale et du lycée Henri Senet, nous vous proposons de poursuivre cela autour d'un verre et même à manger dans la salle qui se trouve derrière. Ne tombez pas dans l'escalier. Merci beaucoup.